Les gars, bienvenue à Can We Talk. Je suis avec mon gars, monsieur Loïc, mon Louis. Comment vas-tu? Ça va, mon gars, ça va. Franchement, en grosse forme. On vient à notre rendez-vous. Alors, il n'est pas encore hebdomadaire. Mais ça va venir. Les gars, vous savez, déjà, on a envie de vous remercier parce que, je sais pas si t'as vu, mais dans la dernière vidéo, on a fait presque 2000 vues. T'es sérieux? On est au 2000 là? Mec, on est bientôt au 2000. Ah, la dernière fois j'ai regardé, on était à 1,2. Non, on est bientôt aux 2000 Okay. vues. Donc, ne vous moquez pas de nous. Nous, on vient de se lancer. On est au 4e épisode. Donc, on est super excités de voir que, voilà, vous commencez à vous abonner de plus en plus, que vous commencez à regarder également l'épisode de plus en plus. C'est quand même des épisodes de 2 heures, tu vois, en moyenne. Ouais. Donc, bravo à vous, les gars. Abonnez-vous parce que ça nous permet de nous développer. Faites partager aussi autour de vous, d'accord, ces épisodes-là. Et puis surtout, on a créé notre école, la Nekao School, et pour les personnes qui souhaitent maîtriser le pouvoir de leur argent, pour les personnes qui souhaitent dorénavant être en capacité de comprendre comment tout cela fonctionne et qui veulent tout simplement en gagner un peu plus, et qu'ils prennent rendez-vous avec nous, non? Tout simplement, le lien est juste en dessous de la vidéo, donc vous y allez juste après nous avoir liké. C'est ça. Franchement, faites le nécessaire, les gars, on a besoin de vous. Et puis nous, on va démarrer. Alors, est-ce que j'ai besoin de redire un peu comment ça se passe? Non, c'est quoi, on part du principe, la dernière fois tu m'as fait la remarque. On part du principe que les gens maîtrisent Can We Talk. Mon gars. Vas-y, let's go. Donc, est-ce que tu veux commencer? Je commence. Vas-y, je vais commencer. Allez, let's go. Ouais, parce que la dernière fois, c'est moi qui ai commencé. Ouais. On va commencer avec une question business. Ça te dit, ça te tente, t'es chaud? Mon gars, je suis chaud. Bah, tout simplement, j'aimerais bien savoir la plus grosse erreur que tu as pu faire en business. Alors moi j'ai effectivement eu la chance, je veux dire ça comme ça, de créer différents business et des erreurs t'en fais plein. En fait tu quand t'es chef d'entreprise, quand t'es à la tête d'un business, la réalité c'est que et c'est ce qui fait que beaucoup de gens sont freinés, tu vois. J'aimerais bien que tu me dises ton avis là-dessus, mais beaucoup de gens sont freinés parce qu'en réalité 90% de ton temps tu le passes à régler des problèmes. C'est-à-dire que ce n'est que ça le business, tu vois. Tu dois pouvoir répondre favorablement à tes clients, tu dois pouvoir offrir ou en tout cas mettre en exergue une offre voilà qui est claire et intelligible, et tout ça en fait c'est un travail continu et je pense que moi le plus gros problème que j'ai eu, il n'était pas tant au niveau opérationnel en soi. Je pense que mon plus gros problème ça a été parfois, et je le dis comme je le pense, de faire beaucoup trop confiance aux personnes avec lesquelles j'ai été amené à travailler. Moi, il faut savoir que dans les 2 derniers business que j'ai montés, j'avais du coup 2 associés, on était 3 à la gérance, et que il y en a un en fait qui a profité de on va dire de tout le travail qu'on a fait durant des années. C'est quand même quelqu'un que je connaissais depuis 15 ans, donc je le dis quand même, qui en a profité pour aller dans mon dos pour créer quelque chose d'autre qui était exactement la même chose qu'on faisait avec des personnes avec lesquelles on était censé s'associer. Je rentrerai peut-être dans les détails un jour, mais voilà. Et la seconde personne qui était en charge de la tenue de la société, donc tout ce qui tient à la comptabilité, en fait, tapait dans la caisse. Tu vois. Donc je pense que mon plus gros problème, ça a été ça finalement. Ça a été de faire beaucoup trop confiance à des personnes de façon aveugle, là où en fait j'étais entouré de loups finalement. Tu vois. Et en quoi tu penses, surtout par rapport à celui qui a créé le second business, en quoi tu penses que tu lui as fait trop confiance? Parce que c'est pas ta faute. Non, mais tu sais, en fait, c'était quelqu'un que je considérais comme un pote. J'ai envie de dire comme un ami, mais j'ai du mal, tu vois, avec ça. Je fais la distinction entre pote et ami. Je sais pas si toi aussi, tu fais la différence. Ouais, complètement. Tu vois, un ami, pour moi, un ami, c'est à vie. T'as capté? Un pote, c'est une période de vie. À vie, je sais pas, mais par contre, effectivement, un ami, c'est quelqu'un avec lequel tu as des relations extrêmement proches. Tu vois, pour moi, c'est quelqu'un qui rentre dans mon cercle intime, tu vois. Un pote, c'est une connaissance, tu vois. Bon, voilà. Bref. En tout cas, c'est quelqu'un que je considérais comme tel. Et du coup, en fait, forcément, en fait, tu ne peux être trahi que par des personnes qui sont rentrées, tu vois, dans ton cercle intime. Ouais. T'as capté? Parce que les autres, finalement, tu les calcules pas, ou en tout cas, ils sont suffisamment loin pour ne pas avoir à te trahir. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, on avait des relations de business, mais de base, c'est un pote. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans ma toute première activité de consultant en gestion de patrimoine. J'ai évolué au sein d'un cabinet privé, et c'est quelqu'un qui de base est un ami avec lequel par la suite j'ai fait du business. Et je pense que, enfin c'est même pas je pense, c'est ce qui explique, tu vois, le fait que mes défenses étaient complètement baissées, et que même si j'ai pu avoir on va dire 1 ou 2 fois une forme de doute, tu vois, des doutes qui se sont formés, malgré tout j'étais dans cette dynamique de confiance, et c'est ce qui lui a permis aisément de faire ce qu'il a fait, tu vois. Et qu'est-ce que t'aurais pu faire pour
Enfin, parce que on part d'une erreur que tu aurais faite. Mm. Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour éviter cette erreur? Moi, je pense que c'est quoi l'expression qui dit le contrôle n'exclut pas je sais plus c'est quoi. Bref, il y a une expression comme ça. Dites-nous en commentaire si vous l'avez. Le contrôle, je sais plus. Bref, mais en gros, ce que j'aurais dû faire, en gros, ce qui s'est passé, c'est que on lui a délégué. Donc je dis on parce qu'on était 3. Donc moi et la personne avec laquelle on travaillait, on lui a délégué le fait d'avoir à dealer avec les personnes ou la structure avec laquelle on devait travailler de base. Je sais pas si j'ai été clair, mais pour faire simple, on avait un cabinet de courtage. Il y avait des personnes en fait qui devaient le rejoindre, une grosse équipe qui devait le rejoindre, donc dans l'idée de booster notre chiffre d'affaires, notre rendement tout simplement. Et on lui a délégué le fait d'avoir à négocier avec eux. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la négociation qu'il a eu avec eux, l'idée c'était de faire son propre truc de son côté avec ces personnes-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que l'erreur elle a été là, même si tu vois, enfin tu dis erreur, enfin je dis erreur parce que finalement c'est ce qui s'est produit, mais techniquement en fait tu vois, toi et moi on travaille ensemble. À un moment donné, si tu me dis vas-y frérot, gère ce truc là, c'est ça, en fait voilà, je suis censé le gérer. Donc exactement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois? Ouais, moi je pense qu'à un moment donné il faut pouvoir être tu vois, être très alerte, bien choisir ses associés, même si ça aussi, tu vois, dans mon cas, enfin c'est quelqu'un que je connaissais depuis 15 ans, avec qui on a fait énormément de choses, tu vois, et de belles choses. Donc a priori, tu vois, voilà, enfin c'est la vie, tu vois. Je sais même pas trop comment te dire ça, mais pour moi ma principale erreur, elle est là. Et sinon, enfin après t'as des erreurs qui sont inhérentes, tu vois, au travail lui-même. Mais en réalité, vu qu'on n'est pas parfait, des erreurs on en est à en faire, tu vois. C'est vrai dans notre vie personnelle, c'est vrai dans notre vie professionnelle, et donc voilà quoi. Il y en a pas une en particulier où je me dis mince, tu vois, j'ai fait une dinguerie de ouf, tu vois. Et toi, tu me dirais quoi de par ton parcours? De par mon parcours, je pense que l'une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire en business jusqu'ici, c'est de vouloir les choses trop vite, de vouloir gagner de l'argent trop vite. Je vois de quoi tu veux parler. Tu vois, je suis l'appât du gain. Ouais. Ce truc-là qui fait qu'à un moment donné, tu respectes pas la stratégie que tu avais mis en place, parce que tu as une opportunité, une opportunité qui vient, et tu te dis ça a l'air facile et tu fonces. Et je trouve que c'est vraiment le genre d'erreur à éviter. Et à vrai dire, ça concerne le business, ça concerne aussi l'investissement. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Je trouve, c'est que l'argent facile n'existe pas. Il faut vraiment respecter un cycle dans une vie, tu vois. Il faut voir ça un peu comme quelqu'un qui travaille sa terre. Il faut attendre les saisons. Il faut rester stratégique. Il faut pouvoir visualiser. Il faut respecter tout ça. Et quand t'as quelqu'un qui vient te promettre quelque chose de beaucoup trop beau, il faut faire attention. Faut faire attention parce que c'est comme ça généralement que tu peux te faire avoir. Alors je sais qu'on dit souvent oui, mais si tu prends jamais de risques. Mec, j'attendais que tu finisses pour exactement dire ça, tu vois, mais dans ce cas-là, si tu prends jamais de risques, ok, je veux bien l'entendre, mais pars du principe que tu es prêt à perdre ce que tu peux perdre à ce moment-là, tu vois. Et n'y va pas en mode le tout pour le tout, et si je gagne tout, tant mieux, et si je perds, je me pose pas la question de ce que je fais une fois que j'ai perdu, quoi. Ouais. C'est vraiment ça que j'ai appris, et pour le coup, tu vois, j'estime que ça, c'est une erreur que j'ai faite moi. En fait, viendra peut-être un jour, et vraiment c'est pas pour vous teaser, hein, mais viendra peut-être un jour, parce que je vois très bien de quoi tu veux parler, on en parlera peut-être, tu vois. Ça viendra. On sera amené à dire concrètement les choses. On le fait pas parce que ça implique des personnes, et voilà. L'idée n'est pas de les fustiger, mais en fait, je suis d'accord avec toi sans être d'accord. Je pense qu'il faut effectivement comment dire, comme diriger ou contrôler quelque peu le dérapage. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais les risques en fait sont inhérents, je pense, à notre métier ou en tout cas à notre statut de chef d'entreprise. Le simple fait de te lancer sans savoir si ce que tu vas faire va fonctionner, c'est un risque, parce que tu perds du temps, et ce temps-là, en fait, tu pourrais même en travaillant au McDo, finalement comment dire, le monétiser, tu vois, sans que ce soit un véritable souci. Ceci dit, dans l'exemple que tu donnes, je vois ce que tu veux dire, mais bref, en fait, peut-être que je vais m'arrêter là parce qu'en fait, je donnerais peut-être trop de détails, mais je pense que le dérapage contrôlé fait que c'est ce qui peut te permettre d'exploser tout. Et quand tu regardes bien, au fond de l'histoire en fait en question, il y a des pertes de plumes,
mais c'est pas, tu vois, un truc de fou, en fait, tu vois. C'est pas un truc irréversible. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas irréversible. C'est juste que j'ai la sensation quand même que l'état d'esprit n'était pas le bon par rapport à la décision que j'ai prise à titre personnel à ce moment-là, moi, personnellement. Parce qu'au final, j'aurais pu très bien m'en tenir à ma stratégie, à ce que j'avais prévu de faire et suivre ce que j'avais décidé de mettre en place. Or, d'un coup, tu as une nouvelle chose qui vient avec une offre beaucoup plus alléchante, qui vient beaucoup plus rapidement que ce que tu avais prévu, et tu fais limite tapis, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je trouve que c'est pas ou quand tu fais ça, il faut être prêt, en tout cas, à assumer les pertes. Ouais, et en l'occurrence, je trouve que c'était pas nécessaire. J'aurais pu me faire confiance et continuer à agir par rapport à ce que j'étais en train de mettre en place à ce moment-là, quoi. Ouais, je vois totalement. Ouais, non, mais enfin, de toute façon, tu vois, quand tu regardes le parcours des plus grands, et ça, c'est assez américain, parce que ici en France, en fait, tout ce qui tient à l'échec ou tout ce qui tient, tu vois, à cette typologie d'erreur, c'est souvent les meilleurs exemples, en gros, pour te drone down, c'est-à-dire peut-être pour comment dire, t'humilier ou te fustiger, encore une fois. Aux États-Unis, en fait, ils ont un rapport à l'échec qui est bien différent, même si ça commence un peu à évoluer ici, tu vois. Mais en gros, il n'y a pas un seul chef d'entreprise, et je peux même te parler des plus grosses capitalisations de sociétés mondiales, qui te dit pas qu'il a pas fait d'erreur. Et malheureusement ou heureusement, je sais pas d'ailleurs, dépendant de comment est-ce qu'on voit la chose, des erreurs on en fera encore d'autres dans notre parcours. Et l'idée, c'est de pouvoir les analyser et surtout travailler à ne pas les réitérer. C'est exactement et effectivement ça. Là où je te rejoins, c'est que ouais, tu vois, c'est jamais bon. Je préfère bon que ça me soit arrivé ouais. Quand ça m'est arrivé que ça m'arrive plus tard. Ouais, exactement. C'est jamais mauvais, en fait, de se poser véritablement et d'essayer d'analyser à 100% ce qu'il en est de la map. Est-ce qu'on veut rajouter des choses ou on passe à la suite? Non, je trouve qu'on a plutôt bien brassé le sujet. Ok. Après, il y a des erreurs, on peut en faire plein en business, hein, tu l'as très bien dit. Clairement. Ça fait même partie du game. C'est ça. Ok, du coup, à mon tour. Let's go. Ok. Toi et moi, on a eu une conversation il y a pas longtemps. Jusqu'à je rigole déjà. On a eu plein des conversations. Mais faut pas que je rigole parce que ça peut donner le sentiment que je me moque, alors que pas du tout, tu vois. Putain, tu m'as fait rigoler, tu me rends déjà. Non, tu vois. Tu vas me parler. Non, mais en fait, parce qu'on en a parlé et on a échangé sur le sujet, je me suis dit, putain, ce serait bien d'avoir ton avis, du coup, un peu plus global sur la question. Ma question, pour être direct, c'est que penses-tu de la réalité des influenceurs noirs? J'arrête pas de bégayer là depuis le début là. Je sais pas ce qui se passe. Que penses-tu de la réalité des influenceurs noirs en France? Et en l'occurrence, j'aimerais qu'on parle brièvement du cas Maf Derulo. Tu vois, puisqu'il y a quelques, là, on ne rigole pas. Je vois ton sourire, mon gars. T'aimes les problèmes. Ne rigole pas. J'aimerais qu'on parle du cas Maf Derulo, mais également qu'on parle du cas Tonio Life et Loni. Je sais pas si tu vois qui c'est. Tonio Life, oui, Loni. Ouais, Loni, c'est un YouTuber. C'est un YouTuber, tu vois, qui est très suivi sur YouTube, tu sais, qui ont fait part, alors plus Tonio Life et Loni, mais après on parlera du cas du coup Maf Derulo, qui ont fait part en fait du dégoût qu'ils avaient quant au constat qu'ils ont fait qu'ils étaient en qualité d'hommes noirs bien moins payés que leurs potes influenceurs blancs. Et tu vois, Loni a fait une vidéo là, il y a une vingtaine de jours sur le sujet. Tonio Life, il avait carrément fait un live où il avait clairement dénoncé même une marque, tu vois, que je vais peut-être pas reprendre ici, encore que non, parce que j'ai pas envie de me tromper dans la marque, mais c'était une marque de voiture, sinon je l'aurais balancé, tu vois, pour le coup, mais je m'en souviens plus. Et t'as Maf Derulo dernièrement qui a été pris aussi dans une sauce gombo extraordinaire parce que le gars s'est retrouvé en fait à échanger avec madame Madame Shauna Evans, ouais. Tu vois. Et en gros, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu me dises, toi, quel est ton point de vue sur cette question-là. Et derrière, en fait, on débattra sur les possibilités, en fait, qui leur sont données en tant qu'influenceurs. Bref, qu'est-ce que t'en penses, toi? Du coup, globalement, la question, c'est quoi? Qu'est-ce que je pense de sa réaction ou qu'est-ce que je pense du fait que y a plusieurs sujets dans. Qu'est-ce que tu penses de la disparité qui existe aujourd'hui en matière de rémunération entre influenceurs noirs et influenceurs blancs? Ok, d'accord. Alors j'ai deux lectures. La première, c'est que bien évidemment que ce n'est pas quelque chose de juste. Je sais même pas si j'ai besoin de développer dessus. Hein. Dès lors qu'il y a deux êtres humains qui sont moins bien payés à cause d'une apparence physique, c'est inadmissible. Ok, sur ça on est d'accord, on peut le mettre sur le côté. Maintenant, pourquoi on est encore surpris de ces choses-là en 2023 ? Ça, c'est la deuxième lecture.
pourquoi on est encore surpris de ça? Et je trouve que la position qu'on prend au milieu de tout ça, elle va pas nous pousser à changer les choses. Nous plaindre parce qu'on est moins bien payé à côté de personnes d'autres communautés, qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu sais, ça me fait penser aux mecs qui descendent dans la rue pour dire arrêtez l'inflation ou arrêtez la retraite, arrêtez de reculer l'âge de la retraite. Ok, on n'est pas content, ok, mais en fait, cette position à chaque fois, je trouve que de se mettre à genoux limite face à notre oppresseur pour qu'il arrête de nous faire du mal et pour faire réaliser à tout le monde autour de nous que voilà, cette situation est anormale. À mes yeux, de par mon observation et de mon expérience de vie, ce n'est pas ce qui fait bouger les choses. Et c'est exactement pour ça que je dis qu'au milieu de tout ça, il faut se responsabiliser. Et c'est pour ça que j'ai eu particulièrement mal quand j'ai vu la vidéo avec ce Maf Derulo. Parce que moi, ce qui m'a fait mal, c'est déjà d'une. On a dit qu'on se moquait pas. Non, je me moque pas, en fait. Je suis triste. Je suis triste parce qu'on dirait que c'est la première fois que t'as quelqu'un qui lui jette des fleurs comme ça et qui est prêt à le prendre dans une agence. Comment ça se fait? Ça fait depuis des années, le mec, enfin, ça fait quoi, 2 ans peut-être, qu'il fait de la création de contenu, qu'il a percé. T'as jamais personne qui est venu vers lui pour être son agent et pour le mettre en avant? Ça, déjà, ça me fait mal. Me dire que c'est comment Nathalie Magali Berda. Magali Berda, ouais, qui me dire que c'est elle la première qui vient vers lui pour lui proposer ce genre de trucs, déjà ça m'a fait mal. En plus, effectivement, enfin, ce côté manipulation, est-ce que t'as entendu comment elle exprime la chose? Elle dit pas qu'elle vient là pour le mettre en avant. Elle dit qu'elle vient là pour se venger. Parce qu'elle est par terre. Voilà, parce qu'elle est par terre, pour prouver que, et toi et moi ensemble on va. Je me suis dit, wow. Je suis complètement d'accord. On dirait qu'elle a ramassé la serpillère là et qu'elle s'est dit, tu vas m'aider à faire le ménage. Enfin, ça, en fait, ça me frustre. Ça me frustre quand je vois ce genre de situation et je me dis, voilà, il est temps qu'on crée nos propres agences. Si le jeu est comme ça, eh ben, il y a pas de problème. On crée nos propres agences. On met à la tête des influenceurs comme Maf Derulo qui font du super boulot et qui méritent d'être en avant, effectivement. Et moi, ce qui m'attriste, c'est de savoir que voilà, nous, aujourd'hui, où sont nos agents? Où sont nos agences? J'ai limite envie de dire, viens, on crée une agence Nekao. on met fin à ce scandale. Non, mais il y a, et pour le coup, une des plus grosses agence aujourd'hui française, elle est tenue par Gallo, tu vois, qui a créé l'équipe Smile. Ah, oui, donc gros shout out à toi d'ailleurs et à toute ton équipe. Votre travail il est ouf, tu vois, et c'est des millions d'euros, tu vois, de chiffre d'affaires généré. Mais en fait, on va parler. Moi, je vais répondre par rapport à ce que tu as dit sur Maf Derulo parce que c'est une dinguerie. Et dédicace à toi, frérot. T'as vu comme l'a dit Loïc, voilà, tu fais du bon travail. T'as réussi en fait à créer une véritable audience, une communauté et du coup respect. Mais en fait, il y a un vrai problème et c'est pour ça que tu vois, je voulais qu'on en parle parce qu'il faut pouvoir dire les choses, tu vois. Ouais, en fait, à un moment donné, il faut arrêter d'attendre de la part des gens parce que en fait, on sait ce qu'il en est de l'écosystème dans lequel on évolue en fait. L'idée d'avoir à se plaindre du fait que t'es moins payé en 2023, effectivement. Alors, je comprends la démarche, tu vois, d'avoir à dénoncer quelque chose, mais en vrai, le dénoncer, ça malheureusement, ça fait rien avancer parce qu'on est au 21e siècle et qu'on est encore dans ce genre de situation. Mais d'autre part, en fait, ça dénote du fait que t'as pas fait tes devoirs. Ça dénote du fait que tu n'as pas fait tes devoirs. Parce que aujourd'hui, en 2023, tu le sais très bien que tu n'as plus besoin d'avoir 1 million d'abonnés, 10 millions d'abonnés pour pouvoir monétiser ton audience. Et c'est pour ça que je passe mon temps à dire qu'aujourd'hui, en 2023, quel que soit ton secteur d'activité, tu te dois d'avoir ne serait-ce que des notions en matière de marketing, ne serait-ce que des notions en matière de business, parce que quand tu arrives à te prendre la tête comme ils l'ont fait et à développer des audiences énormes, je crois que Tono Life, j'ai regardé tous les réseaux confondus, il a plus de 2 millions de followers, tu vois. Loni, je crois il est pas loin aussi du million et notre ami Maf Derulo, il est très suivi aussi. Comment ça se fait que tu ne réfléchis pas au lieu d'avoir à attendre de la part de l'extérieur, ce qu'on appelle le sponsoring, le fait qu'on soit amené en fait à te payer, au lieu d'avoir à attendre d'eux, pourquoi est-ce que toi tu ne crées pas toi-même ton offre, quelle que soit celle-ci? Et nous aujourd'hui, au travers du travail qu'on fait, viendra le temps où encore une fois on dévoilera les chiffres et ce qu'on fait, mais on est loin d'avoir les 1 million de followers qu'ils ont. Ça ne nous empêche pas de faire du vrai chiffre d'affaires, tu vois. Et moi en fait mon problème il est véritablement là, c'est que en fait, quand tu sais comment les choses fonctionnent et évoluent, il y a 2 choses. D'une part,
tu ne te plains pas parce que tu sais malheureusement ce dans quoi tu évolues. Et d'autre part, tu mets en place des choses pour ne pas avoir à attendre de l'autre. Parce que en fait, c'est cette position d'attentiste qui fait que derrière, quand toi tu penses que tu es en train de dénoncer quelque chose, les gens vont dire quoi? Ah ouais, mais c'est de la victimisation. Ah ouais, ils se victimisent. Est-ce que toi déjà t'es d'accord avec cette vision-là? Je suis 100% d'accord et c'est pour ça que je me suis écarté de la comédie. La vraie raison du fait que je me sois écarté de la comédie, au-delà du fait que je gagnais pas d'argent au moment où j'en faisais, mais c'était que j'en avais marre de dépendre de ce milieu cinématographique là où déjà tu par rapport au recrutement, tu décides de recruter, fallait voir dans les castings, ils recrutent les personnes en fonction de certains profils et donc quand ils cherchent un Renoir, ils disent recherchons personne avec les traits négroïdes ou atteint basané, enfin tu vois, et tu vois, t'as tous les Renois de Paname que tu croises toujours les mêmes Renois de Paname dans les castings, et tu sens que t'es pris pour remplir leur rôle par rapport à leurs critères. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, attends, je fais du cinéma là pour juste au final représenter un espèce de cliché, mais moi c'est pas comme ça que je vois le cinéma. Pour moi, c'est pas ça la force du cinéma. Et je me suis vraiment dit, je préfère prendre du recul, faire mon business, quitte à plus tard revenir dans la comédie et pourquoi pas devenir producteur, investir, mais en tout cas investir dans un cinéma qui nous ressemble, tu vois. Et c'est exactement ça le concept. On peut démarrer de plus petit, c'est pas grave. Si on n'a pas les gros systèmes pour nous pour l'instant pour pouvoir nous représenter, c'est pas grave. Créons les nôtres. Et petit à petit, on va les développer, on va pouvoir se représenter comme on a envie d'être représenté. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir scaler et au bout d'un moment, créer notre propre système et ne plus être dépendant du système des autres. Mais je suis totalement d'accord avec toi et ça me fait c'est vrai que j'ai la sensation que les personnes justement comme t'as dit Tonio Life c'est ça, ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont entre les mains limite. Ce sont des prestataires, mais s'ils se rendaient compte du potentiel qu'ils avaient d'un point de vue business, alors je sais pas ce qu'il fait au quotidien, franchement je le fréquente pas et peut-être qu'il développe déjà des choses, mais de part en tout cas ce que tu es en train de décrire par rapport à ce dont il se plaint, j'ai la sensation quand même qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il a la possibilité de développer à titre personnel pour ne plus dépendre justement de ces choses-là. En fait, le truc, il est vraiment là et vraiment, c'est pas pour se défausser, mais les gars, je parle de Tono Life, de Maf Derulo, je parle également de Loni, on n'est pas du tout en train de vous tirer dessus, c'est juste que vous avez dit certaines choses et que ça dénote une certaine réalité, mais aujourd'hui, en fait, ce qu'on essaie de dire, c'est que la vérité, parce que tu vois, là, pour le coup, tu parlais de développement de choses pour avoir à investir dans le cinéma par exemple pour développer nos propres projets. Moi en fait ce que j'entends dans les propos de ces personnes-là, c'est quelque chose de totalement normal, tu vois. T'as des gens qui se lèvent le matin, je m'explique, t'as des gens qui se lèvent le matin, qui vont bosser, tu vois, et qui ont une rémunération à la fin du mois. Eux en fait, leur boulot, c'est d'avoir à créer du contenu et c'est totalement normal en fait qu'ils en attendent une rétribution pécuniaire. Le problème, il est que ils s'attendent à quelque chose de faire avec un système, avec des personnes en fait qui n'ont pas du tout cette vision-là. Parce que quand tu as peut-être, et encore c'est même pas dit pour ces personnes-là, parce que ces marques-là partent du principe que une grande partie de leur audience, elle est forcément afro, et que du coup, tu vois, en fait, l'audience afro serait moins valorisée qu'une autre typologie d'audience. Tu vois un peu le délire. Et en gros, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que, tu vois, c'est normal d'avoir à attendre une rétribution du travail que tu fais, en l'occurrence en tant que créateur de contenu, mais pourquoi est-ce que tu crées pas tes propres choses? Et je voulais qu'on aborde ça parce que en allant plus loin, cette réalité-là, en fait, elle est véritable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le dit régulièrement, on a tous une zone de génie. Et en fait, aujourd'hui, par le biais des réseaux sociaux, par le biais de ta création de contenu, par le biais de ton audience, tu peux réussir à développer des choses. T'es pas obligé d'attendre le sponsoring. Le sponsoring, à la limite, pour moi, dans la stratégie, ça doit venir dans un deuxième, voire un troisième temps. Mais dans un premier temps, tu as réussi à créer ton audience. Qu'est-ce que tu peux mettre en exergue? Qu'est-ce que tu peux proposer au travers de ce que tu sais, au travers de ce que tu es en capacité de partager, qui va te permettre de gagner ta vie tout de suite avec des gens en fait qui se reconnaissent en toi, qui se reconnaissent dans ton discours. Et tout de suite, t'es tout seul. Exactement, sans avoir besoin d'attendre qui que ce soit et en te faisant pour le coup des sommes astronomiques, tu vois. Et effectivement, vraiment, la position de Maf Derulo, en fait, rien n'allait dans cette vidéo. Il est dans une chambre,
Non mais frérot. Sur un lit. Non mais gars, mec, il est dans une chambre, sur un lit. À 2 reprises, il dit je suis à 2 doigts de pleurer. Frérot, pendant 2 secondes, vraiment, j'ai cru que c'était un sketch, tu vois. T'es en train d'échanger avec quelqu'un qui a une réputation horrible, qui a très clairement en fait été voilà, hein, je pense qu'on n'a pas besoin que ce soit filmé. Qui a dit qu'il fallait filmer ça? Mais c'est elle, en fait, elle a lancé un concept où en gros, elle filme sa remontada. Ah, c'est ça en fait. Elle a sur sa chaîne YouTube lancé un concept où toutes les semaines, elle montre comment en fait elle travaille à mettre en place sa remontada. Elle est forte. Et voilà, tu vois un peu le truc. Donc elle, pendant qu'elle est en train de construire son truc, t'en as d'autres en fait qui sont là en tant qu'acteurs. Et cette scène-là, pour moi, il y a rien qui allait. À 2 reprises, il dit arrête, je vais chialer parce que en fait, il se sent concerné par le combat de cette personne. Mec. C'est ça qui m'a fait mal. Tu vois. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut pouvoir entendre que ouais, il faut changer un peu notre fusil d'épaule. Et nous, les Renois, on a un pouvoir d'achat qui est extraordinaire. Et ces marques-là le savent très bien. On est les number one. Faut dire, nous sommes les plus gros consommateurs au monde. C'est quelque chose qu'il faut entendre. On aime bien nous dire qu'on est les plus pauvres, mais pourquoi? Parce qu'on est les plus gros consommateurs au monde. Et c'est super ce que tu dis, parce que t'as plein d'influenceurs, même des rappeurs, des personnes comme ça. Quand tu vas leur dire ce genre de choses, ils vont dire ouais, mais moi je suis pas entrepreneur, je suis un artiste. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Je suis un artiste. Non mais enfin, c'est un très gros problème. Toi, tu faisais référence à ton passé d'acteur, passé sans être passé, mais de comédien, et moi j'ai chantonné aussi, et je pense que le plus gros problème des artistes, c'est qu'ils ne mettent pas de dimension business justement dans leur dynamique artistique. C'est un vrai problème. C'est un véritable problème. T'as beaucoup d'artistes qui sont très concentrés dans le développement de leur talent de comédien, très concentrés dans leur talent de chanteur ou rappeur, peu importe, et qui ignorent totalement comment faire pour monétiser du coup leur talent. Je sais pas si c'est là que tu voulais me. C'est exactement là que je voulais en venir, et même pour ratisser plus large, parce que c'est vrai que j'ai fait le focus sur les artistes, mais en vrai ça concerne absolument tout le monde. On a tous le devoir d'entreprendre notre vie à notre niveau. T'as un CDI, utilise le levier bancaire pour investir. T'es un artiste, fais quelque chose pour pouvoir détenir ta musique et pour pouvoir la monétiser derrière. T'es comédien, fais quelque chose pour pouvoir détenir ton cinéma ou pour pouvoir détenir au moins ton image. Développe. Comme tu l'as dit, pourquoi la première chose à laquelle on pense, c'est le sponsoring, c'est être l'influenceur officiel de telle marque, c'est à chaque fois aller demander son pain à quelqu'un d'autre. En fait, on se rend pas compte de notre valeur. C'est ça le vrai problème. On ne se rend pas compte de notre valeur et de la richesse que l'on est capable de créer à titre personnel. Et je sais pas si c'est de la fainéantise, ou si c'est un manque de connaissances, ou si c'est un manque de courage. J'arrive pas vraiment à le traduire. Moi, je pense qu'il y a un véritable manque de connaissances. Moi, je le disais tout à l'heure, c'est que je pense que personne n'a vraiment intégré que c'est indispensable aujourd'hui au XXIe siècle d'avoir des notions de marketing, d'avoir des notions de business, d'avoir des notions de vente. Des notions de vente, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, on attend de l'autre. Et effectivement, tu parlais du sponsoring. Tu sais, ce qui est horrible quand tu passes par ces trucs de sponsoring, c'est que, en fait, ça peut être extraordinaire, parce que c'est vrai que tu peux faire des sommes très conséquentes, tu vois. Certes. Mais en fait, ce qui est horrible, c'est que tu es dépendant de la performance de tes contenus. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe le jour où tu fais moins de vues? Qu'est-ce qui se passe le jour où tu as moins de likes? Qu'est-ce qui se passe le jour où tu as moins d'engagement, où tu as moins de commentaires? Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, tu as 2 choses. Soit en fait, du coup, on va abaisser tes dotations. Ça, c'est la première chose. Ou alors, tu peux tout simplement perdre tes sponsors. Quand tu es détenteur, et c'est pour ça que nous, on met en avant les produits digitaux, parce que c'est les meilleurs produits à proposer à n'importe quelle communauté. Pour 2 raisons. Encore une fois, c'est que tu es 100%, voilà, au contrôle de ton business, et d'autre part, c'est les business en fait où tu as les plus grosses marges, tu vois. Donc quand tu comprends ça, en fait c'est extraordinaire, parce que quel que soit le mouvement de ton audience, tu peux te garantir des revenus j'allais dire quotidiens, mensuels, annuels, peu importe, comme tu veux, mais des revenus en fait qui vont te permettre de vivre plus que correctement, dans la mesure où tu es le seul à bord. Et le sponsoring, ça peut venir en plus. Donc, du coup, ça grossit ta bourse. Et ensuite, ce que tu peux faire en matière de partenariat, etc., ça peut venir en plus. Mais déjà, contrôle ta propre base. 1 million de followers sur Instagram, ça sert à quoi si tu monétises pas? Ça me rappelle une conversation qu'on avait eue, toi et moi, il y a quelques mois, quand tu me parlais justement de ce que tu avais été amené à faire en millions de vues, etc., etc. Ça sert à quoi d'avoir 1 million de followers si tu monétises pas? C'est du vent. C'est du vent.
On t'arrête dans la rue, on dit j'adore ce que tu fais. Merci. C'est tout. C'est rien de plus que ça. Et de temps en temps, quelqu'un qui te propose un partenariat, voilà, ça te rapporte un peu de sous. Mais en vrai, et tu vois, on a parlé des créateurs de contenu, mais on peut vraiment le voir au sens plus large. Est-ce que tu veux être un esclave du système, bro, 1, 2, 3. Est-ce que tu veux être un esclave du système à vie ou pas? La vraie question, elle est là. C'est pareil pour celui qui a un boulot. Le jour où tu n'as plus de boulot, si tu n'as pas investi, si tu n'as pas trouvé un moyen de pouvoir te créer des revenus complémentaires, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es comédien, le jour où le jour où tes films ils fonctionnent bien, le jour où le téléphone ne sonne plus parce que ton visage n'intéresse plus à personne, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es artiste et que ta musique elle fonctionne plus parce qu'elle est passée de mode ou parce que dans un clash, on a éteint ton image, qu'est-ce que tu fais? C'est réel. C'est réel. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que moi, je le dis, hein, le meilleur levier d'enrichissement aujourd'hui, c'est premièrement créer ton business via le digital. Vraiment. Et deuxièmement, bien évidemment, d'avoir à connaître les principaux leviers d'enrichissement via l'investissement, tu vois. Mais est-ce que pour toi, du coup, tu dirais que ses frères, en l'occurrence, noirs, sont effectivement de par ce qu'ils ont fait dans la victimisation? Oui, bah en tout cas, c'est l'image qui en ressort. Hein. Après, ça, une fois de plus, je ne tiens pas à juger leur personne ou les juger à titre personnel. Je ne les connais pas au quotidien. Mais l'image qui en ressort, oui, c'est clairement ce à quoi ça ressemble. C'est de la victimisation et ce n'est pas de la responsabilisation. Tu vois, parce que tu demandes aux autres de mener un combat par rapport à un système injuste. Et donc, si tu t'admets vaincu face à un système injuste, ça veut dire que c'est un aveu d'impuissance quelque part. Et moi, cet aspect impuissance m'irrite un peu parce que j'estime qu'à titre personnel, on est tous capables, à un moment donné, de pouvoir trouver des solutions pour ne plus subir l'oppression de notre oppresseur. Et donc, on revient sur ce qu'on disait au départ, on a tous la possibilité à notre niveau de pouvoir créer des richesses. Et effectivement, il faut essayer de chercher les leviers à gauche à droite. Tu as parlé de business en ligne, mais même le business normal, hein, on le voit, on a parlé un peu avec James tout à l'heure, justement, qu'on va vous inviter sur un prochain Can We Talk, mais qui parlait justement du studio dans lequel on est, qui est un podcast. Bon, c'est un business physique. Mais certes, derrière, pour pouvoir booster son business, il utilise de la digitalisation et du marketing digital pour pouvoir le booster. Donc, on n'est pas tous obligés de faire des business en ligne, bien évidemment, ou de faire que du digital. Mais aujourd'hui, ne peut utiliser le digital dans ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, hein, que tu fasses un business ou que tu sois... peu importe ce que tu fais, ce que tu développes, tu es obligé de passer par là pour pouvoir considérablement booster tes ventes. Clairement. Ouais. Tu sais, on est sur Internet et donc t'es obligé de mettre des disclaimers tout le temps. On l'a dit plusieurs fois, mais c'est vraiment pas une attaque personnelle, abdominème comme diraient les autres. En gros, moi j'ai eu la chance de croiser Tonio Life et c'est un vrai bon gars. J'ai pas eu la chance de croiser les autres, mais c'est un vrai bon gars et donc c'est vraiment pas une attaque. On les a pris parce qu'ils ont parlé, mais de façon globale, sortons-nous les doigts du derrière. Faisons les choses et peut-être, et d'ailleurs limite j'ai presque envie de les inviter, les frérots, si vous avez mis ou si vous mettez des choses en place pour lesquelles vous ne communiquez peut-être pas, dites-le nous, hein, ou faites-le nous savoir, hein, les gars, en commentaire si vous êtes au courant de certaines choses. Mais précisément aujourd'hui, voilà, il s'agit de nous débrouiller nous, parce que tout est là. Faisons les choses. Est-ce que tu veux passer à une autre question, mon bro? Ouais. Selon toi, quel est le premier facteur de richesse? Comment on devient riche? En fait, je l'ai un petit peu dit là, mais je pense que avant de passer à l'action, je pense que la richesse c'est un mindset et c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que c'est une réponse un peu bateau, mais c'est réel. C'est-à-dire que t'as des gens en fait qui ont à un moment donné un déclic et qui comprennent que pour arriver à démultiplier leurs revenus, pour arriver à un certain niveau de revenus, de richesse, il faut pouvoir l'accepter déjà dedans. Parce qu'en fait, quand tu l'acceptes dedans, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas passer à l'étape 2. Et pour moi, l'étape 2, c'est la connaissance. Qu'est-ce qu'on vient de dire à l'instant? On vient de dire qu'il faut impérativement que les gens puissent avoir ne serait-ce que des notions en marketing, des notions en business, des notions en vente. En fait, comment est-ce que tu fais pour avoir cela si tu ne travailles pas à développer tes connaissances? Donc, pour moi, ça passe déjà par ça. Accepter le fait que, en fait, non, je suis pas condamné à être un mec qui doit gagner 1500 euros. Tu sais que moi, mec, j'ai eu 2 moments cruciaux dans ma vie. Le premier, c'est quand j'ai compris que le seul moyen pour moi de prendre l'ascenseur social,
c'était en devenant soit sportif, soit chanteur. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, artiste, avec un grand A. C'était pour moi les deux seuls moyens pour réussir à tout niquer dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est triste. Tu vois, mais je suis d'une génération où on n'avait pas de rôle modèle. Tu vois ce que je veux dire? Ou en tout cas, ils étaient souvent américains et très souvent, c'était les acteurs, les comédiens, les chanteurs, etc. Tu vois. Donc ça a été la première chose. Et quand j'ai compris en fait que j'y arriverais pas, j'avais autour de 25-26 ans, j'ai découvert un monde. Et ce monde-là, c'est donc le monde de la finance. Et quand j'ai intégré du coup ce cabinet privé par un hasard totalement fou, en fait, j'ai compris que la possibilité pour moi d'avoir à faire énormément d'argent, ça ne pouvait qu'en passant par moi en fait. C'est-à-dire que je ne pouvais jamais avoir à attendre d'un patron de me verser sur fiche de paye 150 000 euros par mois. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, quand j'ai compris ça, parce que le cabinet que j'ai intégré, en fait, ne prenait que des consultants indépendants. Et donc, j'ai dû comprendre comment tout ça fonctionnait. J'ai d'abord accepté parce que t'as plein de gens en fait qui déjà dès le casting refusent en fait. Quoi? Vous êtes en train de me dire qu'à la fin du mois, j'ai pas mon salaire? Ah non, vas-y, j'y vais pas. Mais moi, quand on m'a expliqué que je serais à la tête de mon activité et que je serais du coup celui qui est en charge de gagner la somme qui gagne tous les mois sans plafond, je me suis dit, vas-y, laisse-moi tester. Tu sais quoi, je vais tester 3 mois et je vais voir ce que ça va donner. Et c'était il y a 15 ans, tu vois. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que la première étape, c'est d'abord de l'accepter. Tu sais, t'as des gens, le salaire médian en France, il est de 1 850 euros. Et les frérongins, encore une fois, c'est pas pour vous tirer dessus, mais en même temps, je vais peut-être arrêter, tu vois, de dire ça parce qu'il faut pouvoir dire les termes, tu vois. Tu vas rencontrer quelqu'un qui gagne 2 000 euros ou 2 500 euros et il va te dire quoi? Oh, ça va, frérot, franchement, je suis humble. Pourquoi? Parce que sa référence, elle est celle du salaire moyen des gars qui connaissent, qui gagnent 1 500, 1 600 euros par mois. Donc lui, gagnant 2 500, pour lui, il est bien. Mais comment est-ce que tu peux considérer que 2 500 euros, c'est bien quand tu évolues dans la même planète que des personnes qui en gagnent 25 000, 500 000, 1 million, 10 millions par mois? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que ton levier, en fait, de comparaison, il est vers le bas au lieu de le niveler vers le haut? Tu vois? Mais justement, par rapport à ça, est-ce que tu penses pas que, est-ce que tu penses que c'est possible même, un monde où t'as une majorité de personnes qui gagnent aussi bien leur vie? Est-ce que c'est pas nécessaire qu'il y ait une minorité de personnes qui gagnent super bien leur vie et une majorité de personnes qui restent, on va pas dire pauvres, mais sur un niveau assez médiocre? Moi, ce sont de vraies questions que je me pose des fois. Ok, si on veut être 100% terre à terre, le système capitaliste dans lequel on évolue demande cela. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des personnes ultra riches, il faut qu'il y ait des personnes ultra pauvres. Comment ça se fait? Ça se fait parce que malheureusement, le capital ne se nourrit que du capital. C'est-à-dire que, en fait, et après je te donnerai peut-être ma vision du monde idéal, tu vois. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que nous, ici, en France, on puisse, tu vois, ouvrir un robinet et nous laver avec de l'eau potable, il faut qu'il y ait des gens de l'autre côté de la planète qui ne puissent même pas boire. C'est ça l'équilibre du monde dans lequel on est aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut pouvoir entendre. C'est horrible, mais c'est ça la réalité. Donc, pour répondre à ta question, de par le système dans lequel on est, non en fait. Tu auras toujours des personnes qui seront au service d'autres pour une raison très simple. Déjà, le système éducatif dans lequel on est, en fait, nous conditionne à cela. C'est bizarre, mais c'est peut-être naïf, mais j'ai toujours la sensation que si on utilisait notre cerveau pour aller dans le bon sens, on aurait tous moyen de vivre comme des riches. Mais réellement, j'ai surtout la sensation que ce qui fait que t'as une minorité de personnes super riches qui ont la sensation qu'il y ait une nécessité, qu'il y ait une majorité de personnes pauvres pour rester riches, c'est avant tout une envie de puissance. C'est une peur de laisser le contrôle aux masses. C'est une peur que l'intelligence collective prenne le dessus sur l'intelligence unique de ces quelques personnes qui ont le pouvoir, tu vois. Mais j'ai la sensation qu'il y a assez de ressources sur la planète dans laquelle on est et assez de richesses pour pouvoir faire les choses dans le bon sens et que l'on vive tous très très bien. Et quand je dis très très bien, je dis vraiment très très bien. Et j'ai la sensation que, en vrai de vrai, le monde se tourne vers ça petit à petit aujourd'hui. La richesse s'ouvre. Là où il y a 500 ans, t'avais un roi et tout le reste qui était pauvre. Bon, c'est entre guillemets, hein, mais on se comprend. Aujourd'hui, t'as quand même de plus en plus de personnes qui deviennent riches, qui deviennent qui sont au contrôle de leur vie et j'ai la sensation que la seconde vraie étape ce sera justement de se dire comment est-ce qu'on peut faire les choses dans le bon sens pour favoriser la richesse pour le plus grand nombre.
mais via la transmission, l'information, la connaissance, etc. Mais clairement, mais moi, du coup, je te parlais de la vision réaliste, tu vois. Ou actuelle. Tu vois, ouais, effectivement. Et ouais, j'ai presque envie de rester sur réaliste, hein, parce que t'as des gens, en fait, qui ne passeront jamais le pas. Tu vois, t'as des gens qui ont peur, en fait. Je vais m'expliquer. Ma vision idéaliste, elle te rejoint à 100%. Mais pourquoi? C'est parce que je pense que, regarde, ce que je disais tout à l'heure, on a tous une zone de génie. Ça veut dire quoi avoir une zone de génie? C'est-à-dire que toi, peut-être que tu maîtrises les mathématiques et que je vais peut-être avoir besoin de toi, donc je vais te payer pour que mon fils puisse faire des mathématiques avec toi. Peut-être que moi, je sais faire du pain. Et du coup, tu vas peut-être me payer pour que je puisse tous les matins, en fait, te livrer ta baguette. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Tu vois la ville, le massacre de Tulsa, Black Wall Street, ça te dit quelque chose? Ouais. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est après l'esclavage, les esclavagistes ont été rémunérés, ont été payés, ont été défrayés par l'État américain parce que, en fait, ils avaient une main d'œuvre qui était gratuite. Ça leur faisait gagner des millions de dollars, voire des milliards. Et du coup, le fait de rendre libre leur main d'œuvre gratuite, en fait, allait les appauvrir. Et donc, l'État, sur ses données personnelles, a rémunéré, a payé, a défrayé ce manque à gagner, tu vois, à ces esclavagistes. Là où, en fait, les esclaves, eux, ils ont été, lâchés comme ça. Et on a à un moment donné parqué un tas d'esclaves dans une ville qui s'appelle Tulsa aux États-Unis. Et cette ville-là, elle a été baptisée Black Wall Street. Pourquoi? Parce qu'en l'espace de quelques années, justement par le biais de ce travail-là, zone de génie de chacun et distribution de richesses à l'intérieur de la communauté, ce qui s'est passé, c'est qu'en l'espace de quelques années, là où on pensait que ce serait une petite ville, tu vois, de personnes qui auraient du mal à s'en sortir, ce sont devenues des personnes ultra riches, mais même beaucoup plus riches que les blancs qui étaient dans les villes alentours. Et si tu veux, la violence a été telle, le camouflet était tel pour ces villes-là qui les entouraient, qu'on appelle ça le massacre de Tulsa. Ils ont fait sauter la ville. Ils ont tué toutes les personnes qui étaient dans cette ville, femmes, enfants, hommes. Tu vois ce que je veux dire? Tellement ils avaient la rage. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui au XXIe siècle. Si jamais on arrive à comprendre qu'on a tous, encore une fois, une zone de génie et qu'il nous faut pouvoir travailler, en fait, au développement de celle-ci. Tu parles du massacre ou du fait que cette organisation de trouver sa zone de génie, c'est possible? Voilà, non. Cette organisation, tu fais bien de préciser. Non, je parle bien d'effectivement d'avoir, en fait, à travailler au développement de notre zone de génie et de se faire rémunérer quant à celle-ci, tu vois. Entre nous. Mais pour toi, ça, c'est une vision idéaliste? Ouais. Pourquoi? Parce que en fait, je te parle de ça. C'était au début du XXe siècle, tu vois. On est presque, on va dire au début du première moitié du XXIe siècle. Et tu vois, on n'a pas revu ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais en fait, ce n'est pas pour autant que je ne travaille pas en ce sens. Tu vois. Aujourd'hui, la Nekao School, c'est un moyen pour nous d'avoir à recréer cela, en fait, de faire en sorte que les gens puissent reprendre le pouvoir dans un premier temps de leurs finances et dans un second temps qu'on puisse être amené à créer cette distribution et cette communauté. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est idéaliste dans un certain sens parce que je ne pense pas en fait que ça comprendra 100% des personnes. Je ne pense pas que ça comprendra 100% de la communauté noire. Tu vois ce que je veux dire? Je ne pense pas ça. Je pense en fait qu'on va réussir à développer un noyau fort, solide, nombreux. On le dit, hein. Nous aujourd'hui, on a l'ambition de faire en sorte que 1 million d'Afro-descendants, d'Afro-Caribéens puissent disposer de leur propre stratégie d'investissement. Ça fait du monde, tu vois. Ça se fera pas tout de suite. Mais 1 million, frérot, on est combien de milliards de noirs sur la planète, tu vois? De plus en plus. Ouais. Non mais ok, je vois. Je suis très attaché à ces mots idéaliste, réaliste, parce que parfois, tu te souviens, on parlait d'être positif la dernière fois, et on a souvent tendance à me dire ouais, toi t'es un idéaliste, etc. Et en vrai, une fois de plus, moi ce que j'ai envie de me dire, c'est d'une part qu'on a le devoir de l'être, parce que c'est pas parce que quelque chose n'existe pas aujourd'hui que ça n'existera pas demain, et tout part d'une vision. C'est comme ça que le monde change. Toutes les personnes qui arrivent à changer le monde et à changer l'imaginaire des gens, ce sont ceux qui arrivent à créer des révolutions. Alors oui, ça marche pas à tous les coups. Tu l'as dit, le Black Wall Street, les mecs, ils ont réussi à développer quelque chose de fabuleux. Ça arrivait un peu trop tôt dans l'histoire et ils se sont fait éteindre. Disons, enfin, on peut même se dire qu'ils ont pas fait ça pour rien, puisque le simple fait de se dire effectivement ça existait, ça peut inspirer des gens comme nous à vouloir faire la même chose. Clairement. Jusqu'au jour où ça va fonctionner. Exactement. Mais
ce qui me dérange dans ce mot idéaliste, c'est que j'ai souvent la sensation que ça rend les choses inaccessibles, alors que pour moi c'est clairement accessible. Ouais. Ça n'existe pas aujourd'hui, mais ça l'est quand même. Tu sais que je suis carrément d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a une dimension dans ce mot-là d'impossible, d'infaisable. Tu vois, idéaliste, c'est ton monde de bisounours. Ouais. C'est vrai que il y a cette dynamique-là, et je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il faudra en changer parce qu'en fait, ça s'est produit. Tu vois, donc il y a pas de raison que ça ne se reproduise pas. Et c'est là aussi que il faut voir que on fait face à un ennemi quand même qui est véritablement compliqué. Hein. On passe notre temps, et ça peut nous arriver nous aussi, tu vois, dans les démonstrations qu'on est amené à faire, on passe notre temps à nous comparer aux autres communautés. Mais quelle autre communauté a subi ça? C'est-à-dire des gens qui se sont organisés, qui ont développé une certaine richesse et qui se font tuer, massacrer pour ça. Qui d'autre a vécu ça? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est violent de ouf. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre de quelle manière est-ce qu'on vient de loin, tu vois. Il y a une véritable volonté de nous empêcher d'arriver à cela, et peut-être même du coup à dire qu'il s'agit d'une vision idéaliste. Moi, en fait, évidemment que quand je parlais d'idéaliste, c'est parce que c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, que c'est quelque chose, effectivement, quand je dis qu'il n'existe pas, on va parler en tout cas au niveau francophone, voire même peut-être occidental. En tout cas, si vous en connaissez, pareil, n'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est. Tu as aujourd'hui des cercles qui de plus en plus, tu vois, qui se créent, mais une vraie communauté donc noire qui dispose de ressources entre elles pour réussir à faire avancer les choses. Pour l'instant, en tout cas, j'en connais pas. Il y a des initiatives, mais j'en connais pas, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que tu as raison, faudrait changer le mot, l'adverbe, et effectivement peut-être parler plutôt d'une vision réaliste. En tout cas, nous on travaille pour ça, c'est réel, tu vois, on est là, donc ouais, et d'où l'importance de connaître son histoire, selon moi, parce que c'est difficile effectivement de se projeter quand t'as la sensation que tu viens d'un continent pauvre et que tes semblables à la base sont des personnes qui meurent de faim avec un gros ventre et des moucherons autour des yeux. C'est très compliqué de se projeter dans une certaine excellence. Quand tu commences à connaître ton histoire, et je sais qu'il y a plein de personnes qui aiment pas parler de l'époque de l'Égypte, voire même ce qui se passait avant, mais excusez-moi, c'est une réalité. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu des peuples noirs qui étaient puissants, qui savaient s'organiser, qui étaient, disons-le, les rois du monde, et qui avaient une façon de vivre totalement différente de celle dans laquelle on vit aujourd'hui, qui vivaient en harmonie avec leur environnement, qui n'avaient pas besoin de polluer ou qui n'étaient pas assoiffés de pouvoir. Les personnes aiment bien parler de l'époque de transition entre l'Égypte et la Bible, où les Égyptiens avaient des esclaves. Même ça aujourd'hui c'est remis en question. Et c'est pour ça que je pense que c'est super important. Voilà, aller voir des personnes comme Kalala Umutunde, paix à son âme. Voilà, on lui souhaite la bonne transition bien évidemment, mais allez voir tous ces historiens qui réellement nous renseignent sur notre histoire, et vous allez vous rendre compte que pourquoi je trouve ça important, c'est parce que en se rendant compte. Ah ouais. Ça arrive, mon gars. Moi-même, depuis le début de ce podcast, je le comprends. Ma langue, c'est du malabar, mon gars. C'est compliqué. Ça, c'est le mois de novembre. On va en reparler mais c'est en se rendant compte de son passé que l'on peut savoir qui l'on est et que l'on peut se projeter. Et cette grandeur-là qu'on a eue, il y a aucune raison qu'on ne puisse pas la récupérer. Si on a compris qu'on était grand aujourd'hui. Je suis carrément d'accord. Toi, quelle est ta vision autour de la richesse? Est-ce que tu partages ce que j'ai dit là-dessus? Comment tu vois les choses? Déjà, de manière très basique, je pense pas que ce soit en investissant que tu deviens riche. Je pense que c'est en investissant que tu t'enrichis. On est d'accord. Tu vois. Et je rejoins donc ce que tu dis. La chose, quand tu n'es pas riche à la base, qui va te rendre riche, c'est ton activité principale. Tu as des personnes, il faut le dire, qui deviennent riches en étant salariés, hein. Donc t'es pas obligé d'entreprendre. Oui, mais de quelle typologie de salariat tu parles? Parce que là, pour le coup, je pense que ça intéresse les gens. Après, tout dépend aussi de à quel niveau tu mets la richesse. Mais t'as des personnes aujourd'hui qui sont salariées, qui sont commissionnées sur leur performance et qui donc arrivent à gagner des 15 000 euros par mois, des 20 000 euros par mois. Enfin, tout dépend de ton niveau de salariat. Même les hauts fonctionnaires aujourd'hui sont des personnes qui gagnent super bien leur vie. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as raison. T'as des salariés effectivement qui peuvent avoir des salaires intéressants. Après, effectivement, on pourrait reparler, tu vois, de richesse, parce que après voilà, chacun a son curseur. Enfin moi, à titre personnel, je considère pas qu'à 25 000 euros par mois t'es riche, tu vois. Mais ça c'est
c'est moi. Après, on pourrait en reparler, mais en gros. Moi, si, tu vois. Voilà. Mais du coup, ouais, ça se pourrait être intéressant qu'on en parle du coup. Mais en gros, la réalité, c'est que c'est pas. Moi, je te parle de monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire que pour arriver, tout le monde ne peut pas être. Tu parlais de ces personnes, tu vois, qui sont issues des corps politiques. En fait, tout le monde ne peut pas atteindre ces responsabilités, alors que tout le monde peut décider de se lancer. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat. Et encore une fois, même l'entrepreneuriat, tu vois, on en a parlé toi et moi beaucoup, mais je pense qu'il faut qu'on calme un peu les choses là-dessus, tu vois, sur le mot en question, parce que il y a une vraie pression, une vraie angoisse pour les gens d'avoir à entendre parler de ça. Parce que tout de suite, la personne dit, oui, mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Calmons-nous. Tu vois? Ce que j'essaie de dire, c'est que tout le monde est en capacité aujourd'hui, de par ce dont on parlait, c'est-à-dire cette zone de génie. Je sais pas, tu sais faire des jongles au football, les gens pèteraient les plombs de savoir que il y a des gens qui vont te payer pour que tu apprennes à leurs enfants de savoir le faire. Tu vois? Et en fait, cette activité-là, les gens pèteraient les plombs si c'est quelqu'un, je sais pas, moi, qui gagne 1500, 2000 euros, de savoir qu'il pourrait gagner 3, 4, 5, 10 000 euros grâce, en fait, à ce savoir-faire-là. Parce qu'aujourd'hui, tu as différents moyens d'avoir, en fait, à parler et à accompagner un grand nombre de personnes, tu vois. Nous, encore une fois, c'est ce qu'on fait au sein de la Nekao School, mais il faut l'entendre, en fait. Ça existe. Donc, du coup, tout le monde ne peut pas être haut fonctionnaire, tu vois. Non, tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Tout le monde ne peut pas aujourd'hui réussir dans son business. L'idée, c'est de trouver ce pourquoi tu es fait, ce dans quoi tu es bon. Un footballeur, tu l'as dit, un footballeur, c'est un salarié, tu vois. Après, oui, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, et ça, t'as pas besoin de me convaincre à ce niveau-là, c'est la vraie porte de sortie. Mais pourquoi? C'est parce qu'on manque cruellement d'entrepreneurs dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous dit demain que ça va pas être un secteur bouché? Si tout le monde devient entrepreneur et que tout le monde crée de fortes richesses à titre personnel, où sont les personnes qui vont faire vivre les entreprises? Mais voilà, ça peut pas être l'intelligence artificielle ou les robots qui vont faire ça. Absolument pas. Mais c'est là que c'est juste aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vit, il y a pas assez d'entrepreneurs. Et donc, il y a plein de marchés à développer. Moi, je pense que si tout le monde était à son compte, je préfère dire ça qu'entrepreneur, parce qu'encore une fois, voilà, si tout le monde était à son compte, en fait, on se rendrait compte qu'on a besoin de tout le monde. Pourquoi? Regarde, t'as déjà entendu parler des cercles d'économie? Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on t'explique que le cercle d'économie alloué aux communautés asiatiques, ils restent véritablement dans leur cercle. C'est-à-dire que on te dit que avant que l'argent puisse sortir, d'accord, de leur communauté, c'est compliqué. Le cercle d'économie qui existe chez les personnes de confession juive, il reste véritablement dans leur cercle. Donc, chez nous, chez les Noirs, on te dit que c'est l'espace de quelques heures. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ton argent sur ton compte bancaire, la transaction qui existe entre ton compte bancaire et celle que tu vas faire vers l'extérieur, c'est quelques heures avant que ça sorte de notre communauté. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je le dis, je pense que si on était tous des personnes qui sont à leur compte, en fait, on pourrait drastiquement augmenter cela. Tu vois? Et pour moi, c'est pas antinomique. Tu vois, pour moi, c'est vraiment pas antinomique. Ça ne contredit pas, parce que là, on parle en vrai plutôt d'un système en vrai. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui est freelance, c'est quelqu'un, on va dire, qui est indépendant, mais c'est quelqu'un qui dépend des business des autres pour pouvoir faire vivre son activité. Et en vrai, c'est ça la réalité de l'entrepreneuriat. Donc, c'est plutôt par rapport à des modèles économiques. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, je pense que on a tout intérêt à devenir, comme tu l'as dit, indépendant. Ça veut pas dire pour autant qu'on doit développer le plus gros business du monde, tel un Elon Musk ou un Steve Jobs. Mais ça veut dire détenir ton activité et apprendre la négociation, pouvoir te vendre, faire des contacts, développer ton activité, être intelligent, stratégique. Si les autres fonctionnent en communauté, nous pouvons fonctionner en communauté. Merde alors. Dit, sans vous mentir, 98% de notre clientèle aujourd'hui fait partie de la communauté, donc merci. Et on est clairement le reflet et la preuve que on a énormément de richesses dans notre communauté. Nous ne sommes pas condamnés qu'à être les premiers consommateurs du monde. Et si nous sommes les premiers consommateurs du monde, ça veut dire qu'on a un gros pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat, s'il reste dans la communauté, on va considérablement s'enrichir et ça va aller très très vite. Tu vois, moi j'ai l'impression, je te dis les choses comme je le pense, c'est que, et c'est pour ça que après on peut parler de dimension réaliste ou idéaliste, l'être humain, c'est le meilleur animal sur cette planète qui est en capacité de se donner des excuses.
Mais clairement, en fait, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que même il y a des gens, et attention les gars, venez en débat si vous voulez, dans les commentaires, mais t'as des gens en fait qui vont te dire oui mais le oui mais, ok d'accord, mais la réalité encore une fois c'est que si tu sais faire des bijoux, si tu sais cuisiner, si tu sais danser, si tu sais, en fait tu peux monétiser cela. Tu ne vas peut-être pas le faire parce que tu n'as peut-être pas envie de le faire, parce que tu te sens peut-être bien dans ton boulot, mais tu vois tu peux le faire, tu vois. Et pour revenir en fait sur cette dynamique de richesse, qu'est-ce qui fait que pour toi quelqu'un qui gagnerait 25 000 euros par mois, c'est quelqu'un de riche comparé, enfin voilà. En fait, c'est pour moi. Heureusement que tu dis pour moi, parce que le sujet se pose exactement à cet endroit-là. Pour moi, il y a plusieurs types de richesse. On va dire il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'atteindre ton indépendance financière. Ton indépendance financière, c'est lorsque tu as assez de revenus pour pouvoir assurer ton quotidien et que tu ne dépends plus d'un patron ou quoi que ce soit. Dès lors que tu décides d'être indépendant. Pour moi, ça, c'est ton indépendance financière. Ta liberté financière, c'est quand tu as assez de revenus pour pouvoir faire ce que tu veux. Tu décides d'aller à l'autre bout du monde, tu peux le faire. Tu veux t'acheter quelque chose, tu peux le faire. Et ça, effectivement, pour moi, à mon niveau aujourd'hui, je me dis dès lors que tu gagnes 25 000 euros par mois, tu es libre financièrement. Et ça, pour moi, c'est la richesse. Après, le surplus, bah, bien évidemment, tu peux toujours être plus riche. Mais je pense pas qu'un être humain sur Terre, il ait besoin de plus de 25 000 euros par mois. Si on avait tous 25 000 euros par mois, je pense qu'on s'en sortirait très bien, tu vois, sur cette planète. Ok, ça se tient. Ok, d'accord. De ce point de vue-là, ok, je te rejoins. 25 000 euros par mois. Ouais, 25 000 euros par mois, ça fait 300 000. Ça fait 300 000 euros à l'année, à peu près. Et concrètement, tu te dis, ok, 300 000 euros, c'est pas mal. Effectivement, c'est pas mal. Moi, en fait, pour moi, la richesse, c'est pas ça. Pour moi, la richesse, c'est pas ça. Mais encore une fois, il n'y a pas de quelqu'un qui dit vrai ou quelqu'un qui dit faux, en fait. Ouais. Pour moi, la richesse, c'est pas ça. Parce que, 25 000 euros par mois, t'es pas à l'abri. Ça veut dire que, si tu génères 25 000 euros par mois, tu dois avoir une gestion financière, en fait, qui te permettent, tu vois, tu dois te concentrer. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Attention. Que les gens ne me fassent pas dire ce que j'ai pas dit. 25 000 euros par mois, c'est extraordinaire, tu vois. C'est une très belle somme, c'est très bien. Ouais, il faut une fortune à côté pour pouvoir. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait. Un patrimoine, quoi. C'est ça. C'est que, ce que j'essaie de dire, c'est que, t'as des gens, je sais pas moi, qui vont avoir, je sais pas moi, une richesse estimée à 100 millions, tu vois, d'euros. Avec 100 millions d'euros, frérot, t'as fini le jeu, en fait. T'as véritablement fini le jeu. C'est-à-dire que sur ta génération, sur ta vie, celle de tes enfants, a priori, t'es tranquille. Clairement. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es pas trop stupide, parce que là aussi, c'est jamais garanti. Oui, quand tu regardes, voilà, les sommes qui sont gagnées par certains joueurs de football américains. Ou tu vois, on prend souvent le même exemple, un mec comme Mike Tyson par exemple, c'est quelqu'un qui a gagné même plus que ça, et ça l'a pas empêché de se retrouver plus ou moins dans banqueroute, Michael Jackson, etc. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que quand t'es pas trop stupide, t'as fini le jeu. Ça y est, c'est fini. Toi, tes enfants, et normalement même tes petits enfants. T'as vu, c'est tranquille. Avec 25 000 euros par mois, pas du tout, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il faut rester smart. Ça reste encore une belle somme d'argent pour le quotidien. Et t'as plus parlé du quotidien, du coup. Mais moi, je te parle en termes parce que moi, j'ai peut-être une vision, quand je parle de richesse qui est un peu plus, long terme, tu vois. T'as pas fini, tu vois. Et du coup, c'est ce qui me fait dire que t'es pas riche avec ces sommes-là. Est-ce que tu vis bien? Tu vis même plus que bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plus. C'est vrai que ce qui définit la richesse, c'est pas ce que tu gagnes tous les mois. C'est plus voilà une façon de voir les choses. Mais effectivement, on le dit, on le répète en plus. Donc c'est complètement vrai. Ce qui définit ta richesse, c'est ton patrimoine. La vérité, elle est là. C'est ça. Les gens font malheureusement très souvent la confusion entre ta capacité à générer de l'argent et ta capacité en fait à développer des actifs. Ce qui est clairement deux choses différentes, tu vois. Bah encore on vient donner l'exemple de Michael Jackson et de Mike Tyson. Malheureusement en fait quand ton argent n'est pas géré au mieux, alors oui, tu peux être le meilleur boxeur de la planète, même de tous les temps, et générer je sais pas combien de millions. Si en fait derrière tu gères mal
tu vois, tout ce qui tient de tes actifs, eh ben, tu vas faire de la merde. C'est plutôt un 25 000 € par mois que tu gagnes grâce à tes actifs. Ça, déjà, ce serait beau. Voilà. Ça veut dire que t'as bien géré, effectivement. Là, on est pas mal. Ouais, clairement. Ah ouais, on est même très bien. On est même très bien. Ouais. Là, effectivement, t'es sur quelque chose de périn. Pourquoi? Parce que demain, il t'arrive quoi que ce soit par rapport à ta source d'entrée d'argent principale, bah, tu sais que tu peux revendre tout ou partie de ce patrimoine-là et, tu vois, dormir, easy. Tu vois. Donc, c'est plus ça. C'est à moi ou c'est à toi? C'est à toi. C'est à moi. Ok. On a eu un échange lors d'un de nos Nekao Live, puisque tous les mardis 22h, on a le Nekao Live sur Instagram et on a eu une invitée dont on a parlé, je crois, lors du dernier podcast, Stéphie de Black Connection. Et à un moment donné, Stéphie de Black Connection. Exactement, big up à Tom Dam. À un moment donné, on a abordé la question et j'aimerais bien t'entendre toi là-dessus. La question, c'est précisément: comment perçois-tu que certains Noirs aient dû attendre les événements autour de George Floyd pour s'engager ou encore prendre conscience de leur état d'homme ou de femme noire? Je vous rappelle, les gars, le principe, c'est que quand on pose une question, on a le droit de dire, écoute, tu sais quoi, on en parlera sur un prochain podcast, ou alors on switch, ou j'ai pas envie d'y répondre. On a toujours cette possibilité-là. Si vous ne connaissez pas les règles, je vous renvoie à nos 2 premiers épisodes où au début de la vidéo, on a dit ça. Mais toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Le fait que pour certaines personnes, il a peut-être fallu attendre effectivement ces événements qui datent d'il y a 3-4 ans, pour en fait rentrer dans cette phase d'éveil et de conscience. Mieux vaut tard que jamais. C'est ce que je me dis. Quand t'es endormi dans un système, c'est compliqué de se réveiller. Hein. Quand tes parents t'ont éduqué d'une certaine façon, quand tes amis se comportent d'une certaine façon, quand tout ton environnement proche se comporte d'une certaine façon, quand à la télé, t'as le reflet de cette façon de se comporter, c'est compliqué de se réveiller. Tu vois ce que je veux dire ? Nos parents nous ont dit allez à l'école et aller chercher un boulot en tant que noir, limite. Enfin, si à un moment donné vous faites preuve de racisme, évitez les problèmes. Enfin, n'allez pas forcément. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, puis même, en fait, cet état d'esprit de victimisation. Oh non, les noirs. On en revient toujours à ce truc au début, mais quand t'es conditionné comme ça, c'est compliqué de se réveiller. Donc moi, je peux pas juger. J'ai été moi-même endormi à une époque. Qu'est-ce qui a fait que je me suis réveillé? Ben, il s'est passé un élément choc. Et je dirais que, enfin, quelque chose, de choquant. Est-ce que j'ai été réveillé à l'époque de George Floyd? Non. On va dire que ça a été une piqûre de rappel pour moi, mais il en faut enfin, c'est triste à dire. Ouais, non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Mais malheureusement, il n'y a que ce genre de situation qui peut réveiller des personnes et qui peut permettre aux gens de changer d'attitude. Parce qu'effectivement, tant qu'à titre personnel, on décide de ne pas se réveiller, ou non, on décide de ne pas se rebeller face à ce système d'une façon ou d'une autre, bah, on est condamné à rester dans ces choses que l'on subit. Alors, ça peut être un contrôle policier, ça peut être aller chercher du boulot, ça peut être tout un tas de choses. Et je ne peux pas juger la personne qui s'est réveillée à l'époque de George Floyd, hein. Moi, j'ai fait partie de ces personnes qui sont allées manifester dans les rues à ces époques-là. Je me suis bien fait gazer par les CRS et tout. Et est-ce qu'aujourd'hui, je le referais de retourner dans la rue pour manifester? Non, parce que j'ai appris et que, à mon niveau, je trouve que ça sert à rien, en vrai. Je vais pas te mentir. Je trouve que c'est vraiment du temps perdu. Mieux vaut agir dans le concret, créer de la richesse et faire en sorte de ne plus laisser le temps à toutes ces personnes-là qui ont du pouvoir d'avoir de l'emprise sur toi. Let's go! Dès lors que tu deviens puissant à titre personnel et que vous êtes puissant en groupe, plus personne peut rien dire. Et c'est exactement ce que je vise, en fait. Il y a plus d'excuses. On peut plus demander aux autres de faire quelque chose pour nous. On voit très bien que les autres ne sont jamais raisonnables face à leur attitude. Donc c'est quelque chose qui m'attriste parfois, mais on n'a plus le temps d'être triste. Et temps de... Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces personnes qui se sont réveillées à l'époque de George Floyd? Je te pose cette question parce que, tu vois, on est une communauté plurielle
Et on le disait tout à l'heure, on a l'ambition de réunir 1 million de personnes autour d'un projet commun, c'est-à-dire qu'ils puissent reprendre le contrôle véritablement de leurs finances et qu'ils puissent disposer de leur propre stratégie financière. Mais 1 million de personnes, finalement, tu te rends compte que c'est une goutte d'eau en fait dans le nombre de personnes que nous représentons en tant qu'hommes et femmes noires. Et la réalité, c'est que derrière ces événements-là, t'as des personnes, t'as des frères, des sœurs qui, parce que eux, tu vois, font un travail sur ces notions-là, sur ces questions-là, sur leur identité depuis des années, qui fustigeaient, c'est un verbe finalement qui revient assez souvent, mais tu vois, qui pointait quelque peu du doigt d'autres hommes et femmes noirs qui, par le biais de cet élément tragique, tu vois, avaient décidé de comprendre un peu plus qui ils étaient, d'où ils venaient. Moi, je me rappelle même de certaines vidéos que je voyais sur YouTube. Je me rappelle d'une en particulier, d'une femme. Je suis désolé, je me rappelle pas comment elle s'appelle. C'était une YouTubeuse, pardon, qui disait que elle était en larmes, tu vois, devant sa caméra, et elle expliquait que ces événements, en fait, l'avaient quelque peu ramené sur terre. Et je pense que t'as beaucoup de gens, en fait, qui sont complètement, et je parle du coup de ses frères, de ses sœurs noires, en fait, qui des fois, tu vois, pointaient comme ça du doigt ceux qui étaient passés par cet événement-là pour se retrouver quelque peu, ou en tout cas essayer de comprendre. En fait, beaucoup oublient ou alors négligent l'impact violent du fait qu'on soit des déracinés, en fait. C'est-à-dire qu'on vit dans un pays qui, de par son histoire, en fait, a été ce qu'on appelle un pays d'immigration et qui a prôné, quant à celle-ci, ce qu'on appelle l'assimilation. C'est-à-dire que quand tu dis qu'on a grandi avec des parents qui nous ont dit ouais, faites doucement, intégrez-vous, faites pas de conneries, etc., etc. Alors dans l'éducation c'est bien parce que moi aussi je dis à mon fils de pas faire de conneries, tu vois. Mais dans notre rapport à l'autre, tu sais, moi je disais il y a 2 podcasts que je me sentais aujourd'hui centré. On a parlé de l'ikigai, etc. de par ce qu'on est amené à faire. C'est parce que dans le travail que je faisais, 95% de mes clients étant blancs, j'avais en fait une attitude, disons-le, de blanc en fait. C'est-à-dire que je pouvais être avec mes potes d'une certaine façon, mais dès que je me retrouvais face à une certaine clientèle, j'avais une façon de me tenir qui était estampillée comme étant une attitude dite blanche. Parce que je savais que c'est cette approche-là, en fait, qui me permettrait d'être beaucoup plus convaincant, beaucoup plus amené à avoir des résultats sur ce que j'attendais de la personne. C'est-à-dire qu'elle me confie son argent pour réussir, en fait, à lui proposer des solutions adéquates, tu vois. Et ça, en fait, ma réalité, là, que je suis en train de dire, là, t'as des centaines de milliers de personnes qui, en écoutant, parce qu'on va avoir des centaines de milliers de vues sur cette vidéo, en fait, qui vont dire ouais, c'est vrai, frère. On a une façon de nous tenir qui est différente. Et du coup, cette assimilation, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait que de nous éloigner, en fait. Elle fait que de nous tenir à l'écart ou de nous maintenir éloignés de notre propre essence. Et tu l'as dit tout à l'heure. Il nous faut malheureusement parfois passer par des drames comme celui-ci pour en fait nous réveiller et nous faire comprendre que en fait non, en fait on peut faire ce qu'on veut, on sera jamais comme eux, en fait. On sera jamais intégré comme on veut. Et encore une fois, partir de ce constat-là, parce que c'est ça qui est horrible, c'est que quand tu fais ce constat-là, t'as des gens qui vont vouloir du coup dire du coup vous êtes contre nous. Et en fait, on est contre personne, nous, parce que nous on n'a rien demandé, en fait, que les choses soient claires. Mais partir de ce constat-là, c'est comprendre que en fait, il nous faut peut-être un peu plus déjà savoir qui on est, d'où on vient et comment travailler à nous organiser. Ça revient au deuxième thème qu'on a abordé, nous organiser en fait pour pouvoir réussir à faire en sorte de nous en sortir. Je sais pas si ça fait écho chez toi ce que je partage. Complètement. Et tu vois, tu disais qu'on sera jamais intégré. Non, je pense pas comme ça. Je pense qu'on sera intégré par la force des choses. Du moins, en fait, on sera pas intégré, mais on aura notre place. On aura notre place. Mais ça fait la différence, ça fait une grosse différence. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, c'est ça que je dis. Mais tu vois, dans le côté, on n'est pas intégré, on a la sensation qu'on va jamais pouvoir vivre dans le même monde que les autres et vivre avec eux. Moi, je te parle d'un système. Aujourd'hui, on vit en France et on est entouré d'asiatiques, de blancs, de ce que tu veux, tu vois. Donc, on vit avec les gens. Moi, quand je te parle d'intégrer, c'est intégrer ce système. Il y a des arcs. Regarde, aujourd'hui, nous, on parle beaucoup d'investissement. Est-ce que tu as des noirs dans les boards des sociétés du CAC 40 aujourd'hui ? Je sais pas, frérot. Moi, je te le dis, il y en a pas. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu vois, l'exception ne peut pas confirmer la règle. C'est-à-dire, ne me sortez pas un noir qui est à tel niveau. Parce que non, moi, je te parle aujourd'hui d'un système dans lequel on sait très bien, frérot,
On n'y sera jamais. Et c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est pas grave, tu vois. Non, je vois. Moi, quand souvent je parle des Asiatiques, tu vois, en fait, ils demandent pas à présenter des journaux de télévision. Ils demandent pas d'être des têtes d'affiche dans des cinémas. Frérot, par contre, la puissance qu'ils ont, frère, moi, ça m'impressionne. Tu sais, moi, je suis d'origine camerounaise. Aujourd'hui, au Cameroun, tu vas dans nos marchés, tu vas au bord le Cameroun, c'est au bord de la mer. Mais frérot, faut voir qui nous vend nos pagnes, qui nous vend nos matières premières, qui sont les principales sociétés de construction. C'est les Libanais ou les Asiatiques. Au Cameroun, c'est-à-dire ils quittent leur Asie natale pour aller en Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, quand tu vois ça, tu comprends qu'en fait, il faut pas qu'on se trompe, en fait. On se trompe parfois dans nos focus. Et ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai l'impression que ça commence à évoluer. Et c'est en ce sens que je te parlais d'intégration. Ok. Tu me rejoins un peu plus ou? Oui, en vrai, on est d'accord sur les termes. On est complètement d'accord. Parce que, c'est vrai que manifestement, on pourra pas intégrer leur système. Sauf de temps en temps, quand t'as une pépite, parce qu'on connaît aussi l'histoire de la fuite des cerveaux. Tu sais, t'as des personnes super intelligentes en Afrique ou autres que ces personnes-là aiment récupérer pour les faire travailler dans leurs pour d'abord les formater dans leurs universités pour derrière les faire intégrer leur société et pour pouvoir en profiter. On le voit à la NASA, etc. Donc, on va dire que c'est intégrer leur système, mais pas pour effectivement se retrouver décisionnaire. C'est surtout pour pouvoir profiter de la force de travail et l'intelligence de ces personnes-là. Et effectivement, il est temps que l'on puisse remettre l'église au centre du village, indirectement, et juste utiliser cette force que l'on a, intellectuelle que l'on a, dans notre intérêt. Et effectivement, travailler dans notre intérêt, c'est pas forcément travailler contre les autres, mais travailler pour les autres, c'est travailler contre notre intérêt. Ça, par contre, je peux le garantir. Mec, c'est exactement ça, tu vois. Et du coup, il y a quelque chose qu'elle avait dit, donc Stéphie, pendant le live, que j'avais adoré, quand elle a dit, parce qu'elle a répondu à la question, mais vraiment de façon, vraiment 100% cool. Et à la question, elle répond, mais tu sais, moi, les gens qui me disent ça, je leur dis, apprends-moi, en fait. Ok, d'accord, c'est bon, toi, mais au lieu d'essayer de me mettre, apprends-moi. Ça sert à quoi de vouloir dire que toi, ça fait des années que t'as lu tel ouvrage, tu vois. Et moi, ça m'avait tellement parlé parce que, tu sais, t'as des gens, la vérité, à cette question-là, t'entends des bégaiements de ouf, en fait. Parce qu'il y a quelque part, tu sais, comme une espèce de honte, tu vois, de ne pas t'être informé d'où tu viens, de quelle est ton histoire, de quels sont les auteurs principaux, quelles sont les figures principales qui constituent, les vestiges et la fierté, tu vois, de notre communauté, là où, frérot, cette vie-là, elle est dure. Hey. Tu dois te concentrer pour essayer d'être le meilleur homme possible, pour essayer de réussir, pour essayer d'être un bon père de famille. C'est notre cas aujourd'hui avec nos enfants, etc. Et de l'autre côté, tu dois pouvoir aussi, tu vois, être, enfin, je sais pas. Tu dois pouvoir citer tous les livres par cœur, être allé partout dans le monde. Enfin, tu sais, c'est, moi, par exemple, tu vois, je suis antillais, ça m'arrive souvent de parler, pour les Antilles, le nombre de personnes que je vois sur place et qui disent, mais t'as jamais vécu aux Antilles, donc t'es pas un Antillais, pourquoi tu parles des Antilles? Tu vois, cette attitude-là, soi-disant les puristes qui se permettent de regarder, pour moi, ils valent pas mieux que les autres. Ces personnes-là ne valent pas mieux que les autres. Vous avez pas le bon état d'esprit, en fait. Vous devriez être content quand quelqu'un parle pour la même cause pour laquelle vous vous battez depuis des années, si vous vous battez vraiment pour cette cause depuis des années. Parce que c'est facile de dire, ah, moi, ça fait depuis 20 ans que je sais ça. Ok, t'as fait quoi depuis 20 ans? T'as fait quoi face à la personne qui est au courant de ça depuis 3 ans, George Floyd, et qui en 3 ans a pu faire 46 000 fois plus de choses que toi depuis 20 ans que t'es au courant de ça? Tu vois? Ouais, c'est réel. C'est réel. Tu as une expression qui dit que tu as ce qu'on appelle les taiseux et les faiseux. Tu vois? Et concrètement, aujourd'hui, les taiseux, faites votre vie, tranquille, y a pas de problème. Mais nous, on fait partie des faiseux. Et attention, que les choses soient claires, c'est absolument pas une position, tu sais, un petit peu comme ça, de condescendance. Absolument pas. C'est une façon de dire que ce n'est que dans l'action que tu as des résultats. Donc tu peux envoyer un petit commentaire en disant ouais, mais toi en fait, techniquement, t'as rien apporté. Donc voilà, que les gens fassent ce qu'ils pensent. Mais pour moi, c'était important de mettre ça en exergue parce que tu sais, t'as beaucoup de gens. Aujourd'hui, là, on peut pas nier qu'il y a des choses de malades qui se font. Hier, tu m'as envoyé un truc là, dont j'ai regardé un petit peu, tu vois, je peux pas forcément le dire, mais tu sais, tu m'as envoyé un truc sur WhatsApp où, voilà, des gens qui font des choses. Et du coup, il y a des gens qui font des dingueries de ouf au sein de la communauté. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
ça, en fait, concentrons notre énergie là-dessus et surtout louons-le au lieu d'être plutôt, tu vois, dans une forme de critique, etc. Et j'ai adoré la manière dont elle avait répondu à cette question-là, d'où le pourquoi est-ce que je voulais te la poser. C'est Jean-Baptiste aussi qui en parlait lors du live d'hier. Gros big up à Jean-Baptiste, qui fait partie de la Nekao School et qui parlait de l'importance du réseau. Parce que la Nekao School, ce n'est pas qu'une initiation à l'investissement, mais c'est aussi un réseau qui se crée. Et je fais partie d'autres réseaux. Tu vois, toi-même, t'es dans un groupe WhatsApp. Je crois que c'est Mams qui... Yep. Voilà, moi-même, je suis dans des groupes WhatsApp avec exclusivement des Antillais qui se partagent des tuyaux. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Il y a trop de richesse qui peut sortir de ça et la puissance du réseau, les amis. C'est ça le vrai secret. Let's go. Autre question, on a encore un peu de temps, je crois. Ouais, on a un peu de temps. Après, on aura l'étude de cas. Yeah. Et le coup de cœur. J'ai tellement de thèmes, il faut que je trouve quelque chose qui soit... Ok. Non mais tu sais que moi-même, tu sais, alors pour te dire ce que je fais dorénavant, parce que la dernière fois, tu sais, j'avais bugué aussi un peu, parce que j'ai au moins une quarantaine de questions que j'aimerais te poser, et du coup ce que je fais, c'est que je sélectionne 3 à 4 questions plus mon coup de cœur, et ça fait que maintenant je vais arriver ici déjà prêt, et du coup j'ai juste, tu vois, te balancer. Parce qu'il n'y a pas forcément de lien d'un thème à un autre en vrai. Oui, non. Et si on part dans quelque chose de... Non mais c'est pas grave, tu on n'est pas obligé d'avoir un lien forcément entre les questions qui sont soumises, tu vois. Mais précisément ouais, quand tu te lances sur le truc, c'est bien d'être déjà prêt, parce que sinon ça crée des bugs. Du coup, tu veux rebondir sur une question, on passe à l'étude de cas. Ah non, mais j'ai une question, j'ai une question. Moi en fait, j'aimerais que tu me dises que penses-tu du fait que la France soit catégorisée comme étant un pays d'assistés? Tu sais, on est dans un pays qui dispose des plus grosses aides. Là, dernièrement, je sais pas si tu as suivi, mais l'AME, qui est l'aide, tu sais, l'aide médicale pour les étrangers, entre autres, tu vois, a été supprimée. Et ça a créé un tollé de fous malades, et d'autres au contraire qui étaient très contents parce que la France manquerait de ressources, etc. Qu'est-ce que tu penses du fait que les gens disent que le côté social de la France fait de nous autres personnes qui évoluons dans ce pays français des assistés? Tu te souviens lors du dernier live quand on disait qu'on a de la chance d'avoir grandi dans ce pays qu'est la France? C'est vrai qu'on a de la chance parce qu'on a été dans une bulle de paix, mais on va pas se mentir. Cette bulle, on y a grandi parce que la France, c'est un voleur. Elle est allée piller tellement de richesses ailleurs qu'elle peut se permettre aujourd'hui effectivement d'entretenir sa population interne dans un espèce d'assistanat. Mais la vérité, c'est que toute cette richesse qu'elle détient, c'est pas de la richesse qu'elle crée et c'est pas de la richesse que sa population crée. C'est de la richesse, selon mon observation, qu'elle a pillé aux autres peuples, et surtout en Afrique. Donc c'est un problème, parce qu'aujourd'hui, maintenant que les consciences s'éveillent et que les pays qui se font piller se rendent compte de leur force et qu'elles commencent à fermer les vannes, bah tous ces sujets-là commencent à être relevés, puisque forcément, étant donné qu'aujourd'hui la France ne peut plus prendre toutes ces richesses-là, donc ça veut dire que la France s'appauvrit. On voit les histoires de dettes d'État qui reviennent de plus en plus souvent, même les conflits mondiaux que l'on a. La France est de moins en moins puissante, mais elle s'est habituée avec un certain niveau de vie, mais elle vivait carrément au-dessus de ses moyens en vrai. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui fait que on est dans un certain assistanat, et malheureusement, même si on a envie de dire que tout ce à quoi on a accès en France, c'est une chance que l'on doit préserver. La vérité, c'est que factuellement, économiquement, ce n'est pas viable en fait. Donc voilà ce que j'en pense. Ce n'est pas viable. Ce qui n'est pas viable, c'est quoi précisément? Bah le fait que l'on puisse vivre dans l'assistanat en France. D'accord. Le constat que tu poses, il est réel, mais il est intéressant parce que moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une question d'état d'esprit. Tu sais, en fait, quand t'es à la tête d'un pays, tu fais ce qu'on appelle des choix politiques, tu vois. Et du coup, le choix politique français, il est d'ordre social. C'est-à-dire qu'il y a une redistribution de par ce qu'elle perçoit en matière d'impôts. Elle a décidé de mettre ça en pratique.
Quand tu regardes les États-Unis, c'est absolument pas ça. Ils ont absolument pas une politique sociale. C'est-à-dire que c'est walk or die, tu vois. C'est clairement soit t'arrives à t'en sortir, soit t'es dans la merde, tu vois, total. Mais pourquoi? Mais c'est pour ça en fait que je voulais t'entendre là-dessus, parce que j'ai l'impression que ça crée du coup des humains, on va dire ça comme ça, différents du point de vue de leur mindset. Mais comment les États-Unis ont créé leur richesse et comment la France a créé sa richesse? Quelque peu pareil, hein. Les États-Unis, ils ont décimé tous les Indiens sur place. Ouais, mais c'est avant tout la conquête de l'Ouest à l'intérieur du continent aussi, tu vois. Le fait d'aller acquérir les richesses, enfin, la culture du travail aux États-Unis est fortement installée. Les mecs là-bas, ils dorment pas. Non, mais en fait, pour moi, justement, ça tient de ça. C'est que, enfin, du choix politique. C'est-à-dire que, pour moi, enfin, sensiblement, même si on connaît très bien, effectivement, le rôle de la France-Afrique, entre autres, et ce qu'a fait les États-Unis pour devenir les États-Unis, pour moi, c'est constitué dans le sang et c'est comme ça, tu vois. Pour moi, ils ont plus ou moins fait la même chose. Ils font carrément la même chose. Aujourd'hui, tu vois, la folie du FMI, par exemple, c'est une énorme mascarade, notamment pour les pays africains. Enfin, pour moi, c'est exactement la même chose. Maintenant, la politique, non, t'es pas d'accord là-dessus? En fait, je pense juste que, alors, je suis d'accord sur la politique, mais je pense que cette politique-là a été installée de par une réalité économique. Et je pense vraiment que les États-Unis, même si c'est vrai qu'ils ont pillé, ils ont tué enfin voilà, inutile de répéter l'histoire des États-Unis. Je pense que ceux qui ont avant tout profité à la base de ce commerce triangulaire, de ce trafic d'humains c'est avant tout, et le pays numéro 1 dans tout ça, pour moi, c'est la France. Bon, en tout cas, il y a eu des bateaux d'or, on le sait, qui sont partis pendant la colonisation, à l'époque des Giscard d'Estaing, et même avant ça, pendant des 400 ans. C'est pas les États-Unis qui se sont enrichis grâce à cette période-là. Bon, avec le trafic d'humains, avec les champs de coton, tu vois, peut-être, mais pour le coup, bon, pour moi, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça se tient. Mais moi, en fait, ce que je voulais mettre en avant, c'est la dynamique de la politique choisie. C'est que aujourd'hui, on dit de la France que c'est un pays d'assistés de par sa décision d'avoir à développer une politique sociale. Là où les États-Unis, on est plutôt dans une économie dite libérale. Et du coup, ça crée des êtres humains qui ont des états d'esprit, donc des mindsets totalement différents. Pourquoi est-ce qu'on voit aux États-Unis beaucoup plus de gens qui sont concernés par l'entrepreneuriat? Là où en France, en fait, tu as beaucoup plus de gens qui sont concernés par le salariat. Pourquoi est-ce que aux États-Unis, tu as un rapport à ce qu'on appelle les stocks, à l'investissement sur les marchés financiers, qui n'a aucune commune mesure à ce qu'on peut voir en France? La France, je crois qu'on le disait dans un des Can We Talk, je précisais que c'était près de 400 milliards qu'il y a aujourd'hui dans les livrets A. Dans les livrets A, aujourd'hui en France, on est un des pays en Europe, voire même au monde, dont les concitoyens épargnent le plus. Mais sur des solutions dites sécurisées. Alors que cet argent pourrait travailler sur les marchés financiers. Parce que, in fine, en vrai, en fait, ils travaillent malgré tout sur les marchés financiers, puisque les banques qui récupèrent cet argent-là font travailler cet argent. Mais les Américains, eux, ont une conscience qui est beaucoup plus évoluée là-dessus. Je pense que c'est dû au choix de politique, parce que précisément, aux États-Unis, ils ont une culture. Alors, tu le disais du travail, mais je pense même un rapport en fait à l'argent qui n'a aucune commune mesure, parce que la manière dont on a été éduqué ici en France, qui veut qu'on doit passer par ce chemin, tu sais, scolaire, qui nous cadre dans une certaine mesure, et derrière tu sais, j'ai presque envie de parler d'apologie, quoi. Tu vois, t'as un vrai truc avec le CDI. Aujourd'hui, en France, t'as même des avantages quand t'es en CDI, tu vois. Ce truc, en fait, qui te... C'est pas le pire, hein. Je sais pas si t'entendais sur le Japon, là. Non, j'ai pas entendu. Tu sais, c'est Oussama Hamar qui a fait une interview avec un Renoir, là, le Japon, noir et blanc, qui est au Japon, et qui disait que là-bas, les entrepreneurs ne sont pas du tout, sont vus comme des, limite comme des clochards, parce que ce sont pas des personnes qui se lèvent et qui font du 9 to 5 et qui charbonnent. Même si elles brassent de l'argent, elles ne sont pas vues, enfin, le sacre-saint là-bas, pour le coup, c'est effectivement d'avoir un CDI, quoi, au Japon. C'est ça, effectivement, ouais, j'avais entendu quand ils faisaient référence à ça. Bon voilà, on est concerné par ça aussi en France. T'as même des avantages par rapport à ce statut, tu vois, de salarié en CDI. Et précisément, en fait, je pense qu'on ne peut pas, d'un point de vue personnel, ignorer ou en tout cas dire le contraire, en fait. Oui, la France est un pays d'assistés, parce que malheureusement, tu vois, même dans la manière dont les lois sont faites, aujourd'hui, t'as des gens qui préfèrent rester dans cette dynamique d'assistanat parce que malheureusement la donnée économique ou la dynamique économique ne leur convient pas. Ce que je veux dire en gros, c'est que tu peux avoir des aides
et gagner plus via tes aides qu'en allant chercher un taf. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, t'as beaucoup de personnes, ce n'est pas la grande majorité, parce que il ne faudrait absolument pas tomber dans ce truc, mais t'as énormément de personnes qui, de par, en fait, cet assistanat, en fait, se sentent très bien. Pourquoi je veux me prendre la tête? Et pour toi, c'est problématique? Non, alors est-ce que c'est problématique? Oui, parce que pour moi en fait c'est encore plus problématique si ça touche des personnes qui sont issues de la communauté, tu vois, parce que en fait ça t'empêche en fait d'être dans l'action. Enfin, ça fait combien d'années que la France n'a pas un Google, que la France n'a pas un je sais pas moi, n'a pas un Apple? Bah parce qu'en fait à un moment donné, pourquoi est-ce que je vais aller tu vois, me prendre déjà t'as tout ce qui tient de la taxation issue à ce pays. D'ailleurs je sors une vidéo ce soir où je vais en parler. Déjà t'as une taxation qui est pareil qui est parmi la plus comment dire importante au monde, tu vois. Et d'autre part mais t'es pas aidé en fait. Rien n'est véritablement fait pour t'accompagner ou t'aider quand t'es entrepreneur aujourd'hui en France. Je parle vraiment de structure et de taxation. Tu vois, là où aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Alors honnêtement, le statut d'auto-entrepreneur a quand même pas mal aidé. Ça a aidé énormément. On va pas se mentir, mais il n'empêche que en fait, t'es pas censé vivre au travers de ce statut d'auto-entrepreneur, parce que tu comprends très vite quand tu gagnes un peu d'argent qu'il vaut très vite mieux passer en société pour tous les avantages que ça comporte d'avoir à passer en société. Tu vois. Donc moi en tout cas, je vois pas. Ces personnes-là qui décident de ne pas travailler. Et que l'on dit et que l'on étiquette comme étant des personnes assistées, pourquoi pas, hein. Mais je vois pas ça comme un problème. Pour moi, le problème, c'est surtout que le travail soit si peu rémunéré. Et pourquoi? Parce qu'on dépend tous de salaire. Et effectivement, on en revient à ce qu'on disait au début. Dans ce cas-là, mieux vaut se lancer dans l'entrepreneuriat, développer son activité pour casser cette espèce de plafond de verre. Parce que ce qui n'est pas normal, pour moi, c'est que t'aies des personnes qui se saignent au travail et qui gagnent la même chose que ces personnes dites assistées. Et on va pas se mentir, les personnes dites assistées, elles gagnent pas tant que ça. Non, mais on est 100% d'accord. Moi, quand je mets l'accent sur cette dynamique d'assister, c'est pour dire qu'on n'est pas un pays d'action. C'est-à-dire que quand t'es assisté, tu peux pas être dans l'action, c'est pas vrai. Et t'as des gens en fait qui vont profiter de ce que leur propose l'État, que ce soit via le RSA ou via les indemnités Pôle emploi, pour créer des choses. Et ça, magnifique, tu vois. Mais malheureusement, en fait, si jamais ça n'était pas un problème en soi, il y aurait pas ces discussions, parce que je pense qu'il y a un vrai problème de gestion d'argent de la part de l'État. On est dans un pays, c'est 3000 milliards de dettes. On est dans un pays qui a passé les 3000 milliards de dettes. Je veux dire, toi et moi, on est chefs d'entreprise. Si demain on se retrouve à la tête d'une boîte qui a 3000 milliards de dettes, on est mort, on est cuit, tu vois. Donc je pense qu'il y a un véritable problème de gestion d'argent quant aux impôts qui sont ponctionnés, tu vois. Donc ça, c'est clair et net. Mais le fait de bénéficier de cet assistanat t'empêche d'être véritablement dans l'action. Si tu sais que, vas-y, en fait, tu vois, j'ai 800, j'ai 1000 euros, tu vois, de battement, j'ai 1500 euros de battement, parce que en fait, ça t'empêche d'aller de l'avant. Est-ce que t'es d'accord avec ça? D'un point de vue global, il est clair que la dette est un problème, et pour moi, c'est lié à ce que je disais au départ. C'est juste que la France se voit beaucoup plus belle que ce qu'elle est. C'est tout. Et à un moment donné, pour moi, ça va lui retomber dessus, hein. Ça va lui retomber dessus. Et c'est pour ça que tu as de plus en plus de personnes qui partent ailleurs. Et pour parler du continent, tu penses que ce serait quoi l'économie idéale que l'on puisse développer sur le continent africain? Est-ce que ce serait plus quelque chose qui ressemble à ce qui se passe aux États-Unis, plus quelque chose qui ressemble à ce qui se passe en France? En gros, une économie plutôt libérale ou sociale? Qu'est-ce que tu verrais, toi, sur le continent? Sachant qu'on n'a pas, c'est pas la même, voilà, t'as un continent riche déjà, par rapport aux matières premières, qu'est-ce que tu verrais là-bas? Moi, j'ai pas de baguette magique en soi, mais j'ai envie de parler avec logique. C'est le continent le plus jeune au monde, et en fait, tu es beaucoup plus censé prendre des risques, je dis des gros guillemets, voilà, quand t'es jeune que quand t'es plus vieux. Ça, c'est la première donnée. T'es jeune, t'as de l'énergie, faut y aller. Deuxièmement, il y a tout à faire en Afrique. On n'a pas de raison de ne pas avoir un continent rempli d'entrepreneurs, rempli de personnes en fait qui prennent des décisions, qui sont en action. Donc contrairement à toi ce que je viens d'évoquer, et qui ne sont pas providers et surtout leaders
de leur continent, tu vois. Donc moi aujourd'hui, si je devais schématiser le truc rapide, je vois le mec de 25, 30, 35 ans qui est à la tête de peut-être 1, 2, 3, 4 compagnies, une dans l'agro-agriculture, l'autre dans la tech, l'autre peut-être dans, toi, je sais pas moi, l'immobilier un peu. L'immobilier, enfin, voilà, pour stabiliser. Voilà, tu vois, en fait, c'est des exemples que je donne comme ça, mais en fait, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas un continent qui demain, en fait, compte parmi les plus nombreux leaders, non seulement sur le plan pécunier, parce que ça reste une donnée importante. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, et attention, l'argent n'est pas un dieu, mais en fait, dans le monde capitaliste dans lequel on est, la valeur qui te place dans ce monde, c'est l'argent. Donc pour moi, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas parmi les leaders les plus jeunes et les plus riches de la planète, dans la mesure où on est dans cette dynamique d'action, quoi. Donc plutôt quelque chose de libéral que social. Ouais, bien sûr. Alors après, bien évidemment que, enfin, pour nous, la dynamique sociale en Afrique, elle est limite innée. T'as pas besoin de faire de loi là-dessus. Tu vois, hier j'étais en rendez-vous avec quelqu'un qui. C'est important ce que tu dis. Ah mais clairement. C'est tu vois, en ligne avec quelqu'un qui me disait le mec il a réussi, tu vois, il est à la tête d'une société, il travaille en direct avec des boîtes comme EDF, Total Energy, etc. C'est quelqu'un qui génère énormément d'argent, ses associés vivent à Dubaï, enfin bref, et il disait que lui aujourd'hui, de par sa position, bah c'est celui par qui tout passe au sein de sa famille, que ce soit en France comme au pays, tu vois. T'as pas besoin de loi chez nous. Pour ça, tu vois, c'est ça qui me pose un peu problème en France, c'est la dynamique d'économie sociale. Tu vois, c'est pas tant le principe. Moi, le principe, je le trouve super. Mais en vrai, devoir mettre une économie en place pour être social, je trouve qu'il y a un problème. C'est comme, tu vois, c'est développer des maisons de retraite. En Afrique, t'as pas besoin de développer des maisons de retraite. Voilà. Il est évident que tu vas mourir dans ta maison, en fait, avec tes enfants, etc. Et voilà, après, je sais que tu peux peut-être pas faire toute ta vie physiquement avec tes parents, tu peux être à côté, mais dans tous les cas, on est toujours proches. Et ce sont les enfants, de toute façon, qui vont aider les parents. Tu vois, y a pas besoin d'une économie pour ça. Et je trouve qu'il est là le problème, en fait, tu vois. Pour moi, ça dénote un problème, en fait. Le fait de devoir mettre du social dans l'économie pour pouvoir faire vivre ton pays. Absolument. En fait, ça nous amènerait encore sur notre débat. Honnêtement, à titre personnel, je suis pas sûr que ce soit un problème en soi, parce qu'encore une fois, il y a quelque chose de culturel. Chez nous, en fait, t'as pas besoin de le faire parce que c'est culturel. Oui. Dans un endroit où ça ne l'est pas, bah oui, en fait, faut penser à ce que vont devenir les personnes âgées demain. Là où je me dis qu'il y a un problème, c'est comment une culture t'amène à ce type de comportement. Okay. C'est là que je me dis qu'il y a un problème. Okay. Et quand je vois aujourd'hui l'état justement de ce peuple qui est à la base à cette culture-là, le peuple dans lequel on vit aujourd'hui physiquement, je me dis qu'à la base il y avait un problème. Ok. Et effectivement, là, on partirait dans. Non, mais de ouf. Mais peut-être qu'on y reviendra sur un autre. Can we talk? Yep. Cas d'école. Cas d'école. Message que l'on a reçu de la part de Lala, qui ne veut pas nous dire son nom de famille, mais c'est pas grave. Lala. Hello Lala. Salut Loïc et Tracy, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, merci à tous les deux pour votre travail. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Vous ne vous imaginez pas à quel point ce que vous faites est important et ça m'a permis à moi-même de me débloquer sur certaines choses par rapport à l'argent en regardant vos Nekao Live. Nice. Voici ma problématique. J'ai 27 ans, célibataire, en CDI, je vis encore chez mes parents et j'ai 35K sur mon PEL. Je vois que le gars rigole déjà. Le gars est déjà en train de rire. Je faisais clairement partie des personnes qui étaient fières de voir mon compte PEL gonfler grâce à mes économies. Mais en ayant regardé l'un de vos derniers lives, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément la meilleure des choses à faire. D'autant plus que je ne sais pas vraiment quoi faire de cet argent. Mes parents me conseillent d'acheter ma maison, mais pour être honnête, je n'ai pas forcément le désir d'acheter mon chez-moi tout de suite car j'aimerais voyager. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire ? Tu veux répondre ? Je réponds comme tu veux. De toute façon, on peut répondre à énormément de choses. Mais déjà, dans un premier temps, tu as 35K sur ton PEL. Et c'est à cet endroit-là que j'ai rigolé. J'ai rigolé effectivement, mais c'est pas drôle. Hein. Si personne ne t'a rien dit et que, comme tout le monde, on t'a toujours dit qu'il fallait mettre de l'argent de côté et que la première personne à laquelle tu t'es adressé une fois que t'as vu ton compte gonfler, c'est ta banquière ou ton banquier et que ton banquier t'a conseillé d'ouvrir un PEL, c'est normal que tu aies cet argent-là sur ton compte. Et effectivement, c'est quand tu n'as pas
la connaissance de la façon dont tu peux faire travailler ton argent, t'es plutôt fier de toi quand tu vois ton compte gonfler. Et tu peux être fier de toi d'ailleurs, parce que tout le monde ne met pas son argent de côté. Donc pour ça, tu peux te féliciter déjà. Parce que tu as fait quand même l'effort. Tout le monde ne le fait pas. Il y en a, quand ils vivent chez leurs parents, ils préfèrent... C'était mon cas, hein. Quand j'étais jeune, je préférais consommer, je préférais aller m'amuser, m'acheter des vêtements, des voitures, mais en aucun cas je mettais de l'argent de côté. Donc voilà, je suis personne pour te juger à ce niveau-là. Et félicitations déjà de par le fait que tu aies pu te construire une épargne. Maintenant, ce qui me fait rire effectivement à travers le PEL, c'est que malheureusement, surtout si tu ne sais pas quoi faire avec, à un moment donné, il faut te rendre compte que tes 35 000 euros se dévaluent chaque année par rapport à l'inflation. On l'a déjà développé, et donc tu perds en pouvoir d'achat par rapport à cet argent que tu laisses sur ton compte. Maintenant, tu t'es dit, qu'est-ce que tu pourrais en faire? Et tu m'as dit que tes parents t'ont dit que voilà, ils te conseillent d'acheter une maison. Très sympa, comme tu l'as dit, mais est-ce pertinent si tu sais que tu as envie de voyager et faire le tour du monde? Et je trouve que tu te poses exactement la bonne question. C'est que on a la sensation parfois en écoutant certaines personnes, et c'est normal quand on n'a pas la connaissance, mais que on construit notre richesse que d'une seule façon. C'est-à-dire, j'ai un boulot, j'ai un CDI en l'occurrence, j'ai un peu d'argent de côté et je dois absolument m'acheter une maison pour faire ça. Mais en fait, non. On n'investit pas par rapport à son voisin. Peut-être que ça a été ce qui a enrichi vos parents. Peut-être que la personne qui est à côté de chez vous s'est enrichie en achetant d'abord une maison. S'acheter sa résidence principale, c'est pertinent si tu sais que tu as envie de rester dans cette maison pendant 25 ans, si tu le souhaites, faire ta vie là. Et encore, c'est pertinent. Ça t'handicape pour un premier achat par rapport notamment à ton... comment ça s'appelle ? Taux d'endettement. Ton taux d'endettement, exactement. Mais bon, même enlevons ça, ça peut être pertinent parce que ça reste de la création de richesse, c'est un actif puisque ta maison prend en valeur et voilà, à ce niveau-là, pourquoi pas. Mais toi, tu sais que tu as envie de faire le tour du monde. T'es célibataire, t'as même pas encore rencontré la personne, si tu veux rencontrer cette personne-là, avec laquelle tu vas faire ta vie. Pourquoi est-ce que tu veux t'acheter ta résidence principale? Tu te poses la bonne question. Déjà, c'est pas la seule façon de pouvoir entrer dans l'immobilier. Tu peux faire un investissement locatif. Tu achètes une maison, tu mets quelqu'un dedans, tu rentres tes loyers, donc tu te crées un actif. Et là, déjà, ça te rend beaucoup plus séduisant auprès des banques si tu veux derrière continuer à investir. Je dirais même que dès lors que tu as un locataire chez toi, tu as la possibilité de faire ton tour du monde et ton actif tourne tout seul. Au moins, tu as un bien qui travaille pour ton patrimoine. Et d'ailleurs, ce n'est pas une obligation d'acheter sa maison en premier. Des façons d'investir, tu en as plein d'autres. Tu as de la pierre papier, la SCPI, tu peux également plutôt commencer par investir en bourse, tu peux faire de la crypto-monnaie, tu peux décider d'investir dans ton activité entrepreneuriale, enfin des solutions, tu en as 10 000 pour pouvoir commencer à te développer une richesse, tu n'es pas obligé d'acheter ta maison en premier, même si je sais que nos parents aiment bien nous dire ça. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais ajouter pour notre cher Lala? Ouais, clairement, je pense que tu as bien dit les choses par rapport à... En fait, il faut que vous compreniez que, cher Lala, il faut que vous compreniez que les livrets, en règle générale, à la banque, c'est nul. Quand je dis que c'est nul parce que il y a une confusion qui est faite entre solution d'épargne et solution d'investissement. Et tous les livrets, donc PEL, livret A, LDD, etc., ce sont des comptes d'épargne. Ok? Et le compte d'épargne, il n'est pas fait pour qu'on puisse le garder 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans avec une somme d'argent conséquente. En l'occurrence, cette somme-là, elle est très importante. Et c'est ce qui notamment nous faisait un peu sourire tout à l'heure. C'est pas par rapport à toi, Lala, évidemment, mais c'est parce qu'en fait c'est un pattern en fait qu'on voit assez régulièrement. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose c'est que ok, tu pourrais nous dire ok mais les gars j'ai mis de l'argent de côté, j'ai fait mon travail d'épargne. Comment est-ce que j'aurais dû gérer les choses? Premier conseil c'est que très souvent on va parler de se constituer ce qu'on appelle un fonds de sécurité ou une épargne de sécurité. Elle est censée correspondre à peu près à 3 à 6 mois. Alors ça peut jusqu'à 6 mois parce que tu as des gens qui sont vraiment qui ont très et qui veulent... si t'es entrepreneur. Ou si t'es entrepreneur, effectivement. Si t'es entrepreneur, effectivement, tu peux avoir besoin d'avoir à pallier les éventuels soucis, et donc 3 à 6 mois de fonds de sécurité qui vont te permettre en fait de gérer ce qu'on appelle les opérations courantes et surtout ce qu'on appelle tes charges fixes. Ok, donc ton loyer, ton budget moyen de nourriture, etc., etc. Une fois que tu as fait ces 3 mois-là, 4 à 6 mois, bon, dépendant de ce que tu as envie de faire, c'est mort en fait. Il y a plus 1 euro qui doit aller sur ces livrets-là en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et précisément tout le restant, Loïc te l'a dit en fait, le conseil de la résidence principale, tu vois, par les parents, c'est un très bon conseil, mais qui est en même temps un mauvais conseil. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne conseillent qu'uniquement
le seul investissement qu'ils connaissent. C'est-à-dire que pour eux, acheter une maison, au moins, c'est des murs, c'est bien. Alors, ça peut être un bon investissement dans la mesure où, tu le disais très bien, où ça correspond à ce que tu as envie de faire. Tu le dis dans ton message. C'est même pas ce que tu as envie de faire. Donc, il faut pas te casser la tête. Acheter ce bien, cette résidence principale pourrait être éventuellement intéressante, mais tu vas voir que, du coup, on choisit pas comme ça. Si tu te disais, OK, moi, j'ai envie de voyager, dans tous les cas, mais cette résidence principale, je vais la mettre en location courte durée. Tu pourrais effectivement la mettre sur Airbnb, ça te ferait effectivement des revenus, mais tu vois déjà ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'emplacement, ça veut dire que la manière dont tu vas décorer ton intérieur, etc., doit être faite dans l'optique d'avoir à respecter ton premier souhait, qui est de voyager, et du coup d'avoir à mettre ton projet sur Airbnb. Tu vois déjà un peu le truc. Et comme le disait très justement Loïc, il faut savoir qu'il y a deux typologies d'investissements. Tu as ce qu'on appelle des investissements dits liquides et des investissements dits plutôt immeubles, c'est-à-dire qui ne peuvent pas bouger. Qu'est-ce qu'on entend par investissement liquide ? C'est de l'argent en fait que tu as à disposition. C'est-à-dire que quand on te dit que tu pourrais investir sur des actions, investir dans le secteur des crypto-monnaies, c'est peut-être un secteur que tu n'as pas forcément creusé, mais prends rendez-vous avec nous à la NECAO, tu vois, t'as juste à cliquer en bas et on t'expliquera tout ça. Mais précisément, en fait, c'est des choses, dès que tu veux récupérer ton argent, en 2 clics, c'est fait. T'as pas à te casser la tête. Va faire la même chose avec ton bien immobilier. Bon courage. OK? Et c'est encore plus vrai aujourd'hui où le secteur s'est tendu. OK? Donc, toutes ces notions-là, en fait, elles sont très importantes parce que c'est 35 000 euros. Peut-être que, je ne sais pas ce qu'il en est de tes charges fixes, mais tu aurais peut-être besoin uniquement de 5 à 6 000 et tu as peut-être 30 000, 25 ou 30 000 euros, je sais pas, que tu pourrais dès aujourd'hui ou que tu aurais dû déjà, tu vois. Mais il faut le savoir, hein, et c'est pour ça que c'est très gentil à toi d'avoir posé la question. Investis sur ce qu'on appelle des actifs qui t'auraient rapporté plus. Tu serais peut-être passé de 25 à 30 000, peut-être de 30 000 à 40 000, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que entendez que votre argent que vous confiez à la banque via des livrets, la banque l'investit. C'est-à-dire que si vous le faites pas, elle le fait. Donc, elle gagne de l'argent sur vous. Les 3% que vous donne aujourd'hui le livret A, croyez-moi, ce n'est pas la performance qui est réalisée par la banque. Ce n'est pas vrai. Elle vous donne une partie, d'accord, de la performance qu'elle arrive à réaliser. Donc, je pense que là-dessus, on est assez clair. Je sais pas si tu as peut-être des choses que tu veux rajouter. Non, et je trouve ça super important ce que tu dis, notamment quand tu as dit que, si tu décides de faire de l'allocation courte durée, c'est une activité, etc., rendez-vous compte que un vrai investissement réussi, c'est quand tu investis dans quelque chose qui te plaît. Va pas te tracasser à faire de l'immobilier si t'aimes pas ça. Fais-en si t'as un intérêt pour ça. Va faire de la location à courte durée si t'aimes la décoration. Si t'aimes gérer des locataires, si t'aimes... Franchement, il y a rien de mieux que d'investir dans quelque chose qui nous plaît, fondamentalement parlant. Donc si aujourd'hui tu ne sais pas dans quoi investir, informe-toi. T'as la NECAO School, t'as Internet, t'as des livres, voilà. À un moment donné, oui, il faut se lancer, mais... retiens bien que quelqu'un qui réussit ses investissements, généralement, c'est quelqu'un qui aime faire ce qu'il fait et qui aime ce dans quoi il investit, quoi. Faut pas que ce soit une corvée. Très clairement. Très, très, très clairement. On arrive. Coup de cœur. À la fin de notre Can We Talk. Coup de cœur, tu veux commencer? Je commence? Je peux commencer. Vas-y, let's go. Non, c'est à toi de commencer cette fois. Ah ouais? Ok. Ouais. Tu sais, ça fait quelques années. Cette année, ça fait 12 ans que je fais de la musculation, tu vois. Okay. Je vais à une salle de sport, j'essaie un peu de tricher un peu, tu vois. Et du coup, c'est pas de la triche. Oui, non, bon voilà, de s'entretenir un peu, quoi, tu vois. Voilà. Et précisément, il y a une chaîne, frérot. C'est la chaîne d'un mec qui s'appelle Essan. La chaîne, elle s'appelle Essan FC, qui est un préparateur physique qui accompagne des mecs en fait qui veulent concourir notamment pour de très grosses compétitions, en l'occurrence pour ceux d'entre vous qui connaissent Olympia, tu vois. Et pour moi cette chaîne c'est extraordinaire parce que on se rend pas compte de la discipline, de la rigueur, de la détermination que ça demande lorsque ton projet c'est un jour d'être Mister Olympia. C'est-à-dire que dis-toi bien frérot que c'est des gens qui entre le moment où ils se disent j'aimerais le faire et le moment où ça doit arriver, ça va te rappeler à mon avis 2-3 trucs, il faut au moins 5 à 7 ans. C'est-à-dire que tu sais que t'es rentré tous les jours à la salle. Mais frérot, tous les jours à la salle, tu dois avoir une diète
mais qui bouge pas d'un poil. T'as les tenants et les aboutissants qui tiennent aussi à cette activité qui tient du dopage. Donc t'as des effets parfois physiques qui sont pas toujours les plus intéressants, mais ça pourrait être discutable. Moi, c'est, tu vois, on parlait tout à l'heure de l'état d'esprit, du mindset. C'est comment est-ce que tu te lèves en te disant, tu sais quoi, un jour je serai Mister Olympia, alors que tu sais que t'en as pour pas loin d'une dizaine d'années si tu y arrives. Parce que c'est même pas dit que tu y arrives. T'as un seul Mister Olympia dans le monde entier, tu vois. Ouais. Et en fait, j'adore la journée qu'il filme, parce que déjà c'est super bien filmé, parce que frérot, je te dis la vérité, quand tu suis le parcours de certaines personnes, des fois t'as des frissons, si ce n'est pas plus, tu vois, parce que en plus c'est des gens qui nous ressemblent, t'as beaucoup de Renois, tu vois, donc je trouve que c'est extraordinaire. C'est pas que de la musculation, c'est un mec aussi qui est très dans le, justement dans les leçons de vie et dans la manière d'avoir à aborder cette vie-là au travers de ce sport. Je prétends absolument pas un jour, tu vois, concourir à Mister Olympia. Tu vas à quel rythme toi à la salle? Moi, j'essaie d'y aller 2 fois dans la semaine. J'ai beaucoup de mal à y aller plus dans les moments où je suis un peu en forme. Je vais y aller 3 fois, tu vois. Mais en fait, j'ai pas envie que ce soit quelque chose qui me dégoûte. Donc ouais, ça fait 12 ans que j'y vais à raison de 2 fois par semaine, tu vois. Respect. Ouais, et franchement, ça me fait énormément de bien. Ça me permet d'écouter des podcasts, tu vois. C'est vrai qu'on en parle un peu plus de ces aspects-là. Mais de ouf. Et surtout, la santé. Mais de malade. Et surtout, en fait, ce qui me fait du bien, c'est que au travers du sport, je vois trop, c'est pour ça que ce serait bien effectivement qu'on en parle, trop de parallèles avec le monde de l'entrepreneuriat, tu vois. Et ouais, donc c'est mon coup de cœur de la semaine. Et San FC. Ok. Mais c'est très important ce que tu dis parce que moi je sais pas comment tu fais, frérot. Pour les 2 fois par semaine? Ouais. Ah, okay. À la base, je suis un grand sportif, hein, et j'ai des périodes où je suis déter. Et j'en ai d'autres où j'arrive absolument pas. Genre là, tu vois, en ce moment, on est novembre. Moi, novembre, faut savoir que c'est le pire mois de l'année, chaque année pour moi. Niveau énergie, je suis down. Tu vois, j'essaye là d'avoir, et quand j'ai pas d'énergie, faut pas me demander d'aller à la salle, tu vois. Mais, et c'est pour ça que j'essaye aussi par rapport, tu vois, tu parlais de mindset, j'essaye voilà, d'installer quelques clés dans mon cerveau. Par exemple, j'ai vu le podcast d'une experte en neurosciences et qui disait que en fait, la plupart des personnes sont conditionnées toujours à avoir le même genre d'attitude tout le temps, tu vois. C'est compliqué d'aller changer une habitude. Et elle disait que le meilleur moyen réellement de changer ton attitude, c'est quoi qu'il en coûte de faire la chose que tu ne veux pas faire. Ah, c'est simple à dire, mais c'est deep en même temps, tu vois. Ça pique, non, clairement. À un moment donné, quand t'as un comportement, fais le contraire de ce que tu veux faire. Et là, t'arriveras à changer ton attitude. Donc, désormais, j'adore le mois de novembre. Mec, tu vois, comment implémenter de suite des éléments essentiels dans notre vie. Ben voilà, tu viens d'en faire la démonstration. J'adore. Non, c'est mon mois préféré de l'année. Je l'attends toute l'année. Et tu vois, pour m'aider, l'année prochaine, je fais pas mon mois de novembre ici là parce que je pense que quand il y a du soleil le mois de novembre, tu le vis pas de la même façon. Clairement. Mais ouais, j'adore le mois de novembre. C'est mon mois préféré. Et du coup, c'est à mon tour pour le coup de cœur, ouais. Je suis tombé sur une application. D'ailleurs, je suis pas tombé sur une application. J'ai rencontré la personne qui a développé cette application, mais j'ai plus son nom en tête. En revanche, j'ai le nom de l'application qui s'appelle African Sima. Et c'est une application qui rassemble en fait un peu tout ce qui se fait dans la communauté afro. Donc, on parle de Black Owned. C'est important de pouvoir citer les outils qui vont avec. Donc, voilà, les commerces, les restaurants, les personnes qui ont des marques. Donc, même si toi aujourd'hui, tu as quelque chose que tu aimerais mettre en avant via une plateforme, African Sima est là pour toi, tu peux contacter la personne et elle le fera avec plaisir. Je sais plus si elle le fait pas gratuitement, mais vous discuterez des modalités. Mais même toi, à titre personnel, si tu cherches à savoir les bonnes adresses où aller, à trouver les bons plans dans la communauté, t'as African Sima pour ça. Je sais qu'à la base, il est implanté en Belgique, mais il développe aussi le marché en France et je crois qu'il se développe de plus en plus un peu dans toute la diaspora et voilà. Je vous conseille d'aller télécharger cette application African Sima. Voilà, toute initiative qui va dans le sens effectivement de faciliter, de nous rassembler d'une façon ou d'une autre, c'est lourd. Donc ouais, je connaissais pas, je vais aller regarder. Ouais, franchement, en plus l'application est plutôt bien faite. Ok. On arrive à la fin. Mon gars, je te laisse conclure. Ouais, avec grand plaisir. Mes amis, merci déjà d'avoir suivi ce Can We Talk numéro 4. Likez, partagez, commentez et on se dit à bientôt pour la prochaine session. Salut les gars. Peace. Yeah.